Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Acquitté définitivement par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo peut désormais revenir en Côte d'Ivoire quand il le souhaite, avait alors déclaré le président ivoirien, Alassane Ouattara. Selon Alassane Ouattara, cette invitation est conforme à la politique de réconciliation affichée par ce dernier. Laurent Gbagbo bénéficiera, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, avait alors annoncé le chef de l'État ivoirien. Mais ce retour de Laurent Gbagbo voulu au départ par Alassane Ouattara était-il un gros mensonge? Pourquoi le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo fait-il tant peur à Ouattara? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire, retour contrôlé de Laurent Gbagbo, ado paranoïaque. C'est notre grande interrogation de ce jeudi 3 juin de l'an de grâce 2021. Le gouvernement ivoirien dit ne pas avoir été consulté sur la date du retour du président Laurent Gbagbo. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, la date du 17 juin avancée par le FPI Gore au sujet du retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas fait l'objet d'un choix consensuel. Elle n'aurait pas été communiquée aux autorités par l'entourage de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui fait peur aux autorités ivoiriennes? Nous nous interrogeons. Alassane Dramane Ouattara avait pris la décision en faisant savoir à l'opinion nationale et internationale que l'État de Côte d'Ivoire se chargerait de toutes les dépenses liées au retour du président Gbagbo. Laurent Gbagbo serait-il de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin? Nous nous interrogeons toujours. Si la date a été annoncée en grande pompe par le secrétaire général du FPI Gore, on nous fait savoir désormais que plusieurs membres du gouvernement ivoirien sont étonnés, oui, ahuris à la limite d'apprendre la nouvelle par voie de presse, mais que cachent les autorités ivoiriennes? Nous continuons à nous interroger. Apparemment, en Côte d'Ivoire, les autorités s'attendaient à tout, sauf au retour de l'enfant prodige. Oui, car d'après plusieurs sources, il est un facteur gênant dans les affaires du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Une autre source nous fait savoir d'ailleurs que c'est depuis le mois d'avril que les discussions ont démarré entre le comité d'accueil de Laurent Gbagbo et le gouvernement portant sur la sécurisation, il faut le dire comme ça, du lieu de résidence de l'ancien président ou encore des modalités de l'accueil populaire réservées aux Woody qui, il faut le dire comme ça, garde une popularité sans pareil et compte chaque jour de nombreux partisans dans ses rangs et surtout dans le pays. Rappelons que Alassane Dramane Ouattara avait déclaré au début du mois d'avril que Laurent Gbagbo pouvait rentrer quand il le souhaitait. Ce sont ses mots. Il pouvait rentrer quand il le souhaitait. Et que ses frais de voyage seraient pris en charge. Mais selon le porte-parole du gouvernement, la date de ce retour devait faire l'objet d'un accord entre les différentes parties. Lorsqu'un chef d'État, du haut de sa stature, déclare haut et fort qu'un homme qui doit rentrer dans son pays peut rentrer quand il le veut, quand il le souhaite, doit-il justement mettre le chef de l'État, en place, lui dire, l'informer, justement qu'il serait de retour à telle ou telle autre date. En tout cas, nous nous interrogeons. Jusqu'à preuve le contraire, messieurs, selon le porte-parole du gouvernement, la date de ce retour devait faire l'objet d'un accord entre les différentes parties. Donc, finalement, il fallait une chose, un consensus, pour que les deux parties s'entendent et décident quel jour, il faut le dire comme ça, Laurent Gbagbo rentrerait chez lui. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, dit, et je cite, « Il y a quand même tout un ensemble de choses qu'il faut régler en amont. Quand ils vont nous saisir pour nous donner une date, nous allons décider ensemble si cette date est tenable ou pas. » Fin de citation. C'est pas moi qui l'ai dit. Mesdames, messieurs, il y a justement un ensemble de choses que le régime Ouattara veut régler avec le comité d'accueil de Laurent Gbagbo. Pour Ouattara, il ne faut pas un retour en grande pompe. Oui, non, là-bas, on refuse
à Laurent Koudou Gbagbo un retour en grande pompe. Eh bien, là-bas, on dit il faut un accueil minimum avec quelques personnes. En tout cas, ça, ce sera en tout cas le bienvenu. À Abidjan, on argue que le retour de Gbagbo pourrait créer des débordements, des embouteillages. Et on ne veut pas de liesse populaire, de danse, de cris de joie, des partisans dans les rues, car là-bas, on nous dit également que les choses pourraient devenir incontrôlables. Et la seconde et la plus importante des décisions qu'il faudra prendre, eh bien la voici. Gbagbo ne devra plus s'intéresser à la chose politique. S'il rentre, il doit se taire. On ne veut pas l'entendre. On ne veut aucune réaction de sa part. En fait, il doit jouer le mort. Il n'aura aucune opinion à donner. Peu importe ce qu'il verra, peu importe ce qu'il entendra, il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Et mesdames, messieurs, comment comprendre qu'une personne qui s'est toujours battue pour son peuple reste muette face aux exactions que peut subir son peuple? Qu'attendent les autorités ivoiriennes de Laurent Koudou Gbagbo? Nous nous interrogeons. Voilà pourquoi ce matin, eh bien, la grande interrogation, Côte d'Ivoire, retour contrôlé de Laurent Koudou Gbagbo, ado, paranoïaque, on parle bien sûr d'Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, c'est la grande interrogation ce matin. Président Banakani, voici donc mis sur la table quelques éléments pour le retour de Laurent Koudou Gbagbo. Est-ce qu'il rentrera pas? Je vous poserai la question. Vous me permettrez de faire un tour oui. pour répondre à votre question. C'est un sujet très sérieux, M. Ngoz. Très, très sérieux. Très, très. D'abord, nous devons faire quelques précisions, nous obligés. Parce que le régime d'Abidjan fait des campagnes pour nous présenter en anti-ivoirien. Pour faire croire que nous avons un problème personnel avec le régime d'Abidjan en général et M. Ouattara en particulier. Il faut toujours rappeler la spécificité historique du régime d'Abidjan depuis que ce régime a été constitué par les voies et les moyens que nous connaissons tous, mon cher Ngoz. Qu'est-ce qui nous oppose à Abidjan? Pourquoi les panafricanistes font d'Abidjan un point emblématique de leur combat? Il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça pour ôter les prétextes à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Yaoundé, qui nous suit à la trace et qui s'organise pour porter en tête non seulement notre honneur et même à notre intégrité morale, mais si c'est possible, même porter atteinte physiquement à nos différentes vies. Oui. Nous sommes au courant de tout, c'est le fait depuis 10 ans, et c'est encore plus vrai maintenant, de toutes les initiatives qui ont été prises pour nous éliminer physiquement. Dieu veille sur nous. Amen. Dieu veille sur nous. Le régime qui est à Abidjan est un problème sérieux pour le continent. Et qu'on ne peut pas justifier le silence, soit par respect de la diplomatie, soi-disant, de la souveraineté des États. Je suis attaché à ces principes, mon cher Ngoz. J'y suis attaché. Mais est-ce qu'on peut dire aux Français de respecter la diplomatie et les principes de souveraineté alors que le pays est occupé? Pouvait-on dire aux patriotes camerounais, dans les années qui ont possédé l'indépendance, de se taire parce qu'il y avait le fait colonial qui était devenu légal, c'est-à-dire un fait colonial, voie de fait, c'est-à-dire la barbarie, la sauvagerie, mais qui est devenu légal par le fait même de ça, pas son fait, c'est-à-dire je suis fort, je pille ta maison, j'arrache ta maison, je suis fort, je m'y installe, dès que j'y fais 1 an, je commence à dire que non, c'est ma maison. On dit non, il est déjà là, on ne peut plus le chasser comme ça. Il est déjà là. Mais tout le monde sait que ce n'est pas ta maison. Oui. Mon cher Ngoz. C'est ta maison. Est-ce que nous pouvons demander aux patriotes africains de se taire et de laisser le fait colonial, de le magnifier, de le bénir, au nom du droit de l'époque, mon cher Ngoz, au nom de la diplomatie, au nom du fait qu'il ne faut pas énerver les Blancs qui sont trop forts et qui vont nous civiliser, sinon ils vont repartir avec leur génie civilisationnel, mon cher Ngoz. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Ngoz. On ne peut pas se taire devant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce régime est différent de tous les régimes qui nous ont précédés, du moins jusqu'à son arrivée. Il faut le dire pourquoi. Avant, mon cher Ngoz, on avait des États en Afrique, avec toute leur tare,
Vous comprenez? Oui. Avec toute leur tard. Mais chacun comprenait plus ou moins que ces États-là, n'est-ce pas, qui étaient des États indépendants de manière formelle, n'est-ce pas, Oui. n'avaient même pas les outils nécessaires pour constituer un État. Et qu'il leur fallait des années, vous voyez, même 50 ans, pour que les bases d'un État soient mises en place. Vous comprenez? C'est une analyse historique. C'est-à-dire qu'il fallait ces bases-là. On pouvait comprendre que ces pays-là, pour la plupart africains, qui n'ont pas eu d'horizon à l'indépendance que l'horizon colonial, n'est-ce pas? Que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de tutelle, que ce soit en termes des accords les plus honteux, n'est-ce pas, qui ont encadré l'avènement de l'indépendance, que ces régimes-là aient des hommes comme les Mobutu, et des hommes les plus, aient produit quelques figures très ignobles qui font honte au continent. Soit. Mais M. Ngos, 50 ans après, 60 ans après, avec les avancées de l'éducation, avec les changements qu'il y a eu dans le monde, avec toutes les avancées que l'Afrique et le monde ont conquis, M. Ngos, il y a des principes, il y a des choses qui sont inacceptables qu'on ne peut plus accepter. On ne peut pas accepter, M. Ngos, qu'après tout ça, des gens qui nous ont fait rêver, qui sont là à l'école, et qui appellent d'autres présidents illettrés, sans diplôme. Je parle du président Ouattara, c'est ce qu'il dit. Il traite les pays comme ça. Il dit, moi j'ai été à l'école, tout ça. À l'époque, on l'a présenté comme un génie de l'économie. On l'a présenté comme, c'est-à-dire qu'il était même l'incarnation même de l'économie, d'intelligence économique. Nous avons rêvé de voir un Africain, directeur adjoint du FMI. Dans la naïveté des Africains de l'époque, on a rêvé, on a dit, mais ça c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. Il y a même de la fierté africaine en lui, mon Ngos. Il faut le dire. Moi qui vous parle là, j'admire Alassane Ouattara. Parce que l'ambassadeur du Côte d'Ivoire, qui parle autant nous accuser, doit le savoir. Et il y a des témoins qui existent, qui savent ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on a été fait de voir quand même un Africain au niveau de cette institution, et on se disait qu'il ne peut que nous faire du bien. Oui. Mais comment expliquer, mon cher Ngos, que cet Africain-là aille nous faire les complots de 1940. Il nous ramène dans les années, dans les années 1900. Même dans les années avant 1900. C'est-à-dire où on complotait pour coloniser l'Afrique, mon cher Ngos. Mais plus grave. Mais lui alors c'est quoi? C'est des complots de recolonisation. Niant tous les acquis que nous avons engrangés depuis 60 ans, mon cher Ngos, en termes de dignité, en termes de conscience historique, mon cher Ngos. Il a effacé tout ça pour arriver au pouvoir porté par une coalition criminelle, un gang, j'appelle, un gang international, avec en tête l'ONU, qui ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé le palais de ce pays. Ils ont tué les populations, mon cher Ngos. Alors, on nous parle de 3500, on va dire, mais il ne faut pas se moquer des gens. Les chiffres de ce quasi-génocide sont extraordinaires, mon cher Ngos. On a détruit ce pays. On a humilié sa première dame. La descente nous interdit d'utiliser certains mots ici. On l'a humilié, mon cher Ngos. Eh bien, on a déporté son président. Après quelqu'un qu'on appelle président français. C'est-à-dire, ce type-là, je ne vais même pas citer son nom, ça lui fait trop d'honneur ce matin. Ce type-là, qui à l'époque était président français, il n'est pas digne qu'on prononce son nom dans un lieu civilisé. Moi, je ne le ferai pas ce matin. Ce monsieur a dit à Mondo Vision que je lui donne 3 jours. Il était en visite en Inde. Je lui donne 3 jours de quitter le pouvoir. Ce Gbagbo avait gagné les élections. C'est établi maintenant. En plus, c'est eux-mêmes qui le disent. Il avait gagné les élections. Monsieur Gbagbo a dit, recomptons les voix. Recomptons les voix. Je veux qu'on recompte les voix. Pour éviter que le sang coule. Ce monsieur-là, ce voyou a dit, je vous donne 3 jours pour que tu quittes le pouvoir. Et quand Gbagbo n'a pas obéi à cette injonction, c'est ce qui s'est passé. L'armée française. Oui. Et entré au palais présidentiel, après l'avoir bombardé, a organisé l'humiliation de la première dame, je répète ça à dessein, pour parler aux femmes africaines. Et en plus, humilier le président, l'ont déshabillé et l'ont déporté à la Cour pénale. Il a passé 10 ans. Pendant 10 ans, il y a eu un des tribunaux les plus honteux de l'histoire de l'humanité, où vous avez les plus grands juges qui ont des agrégations cosmiques en droit. En droit. Qui sont surpayés, mon cher Ngos. Ils n'ont pas été en mesure d'apporter la moindre preuve. Je dis la moindre preuve. Cet homme a été libéré. Cet homme incarne aujourd'hui l'humanité. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'incarne seulement.
Oui, c'est son pays, ça. Ses racines sont là-bas. Mais Gbagbo, aujourd'hui, moi je le dis sur moi, je pense que c'est moins gosse. C'est plus que Mandela. Parce que Mandela, que nous respectons pour le combat qu'il a mené, a été porté par les criminels qui ont détruit la Côte d'Ivoire et qui ont détruit le président Gbagbo et l'ont déporté. Déportation en plein XXe siècle. Il faut le dire. Déportation en plein XXe siècle. Dans quel monde on est porté par ceux justement qui incarnent la morale et le droit. Ils l'ont déporté. Il a été innocenté après 10 ans. 10 ans de procédure. Innocenté. Il ne peut pas rentrer chez lui. Le monde entier regarde. Il ne peut pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que justement, il y a à Abidjan quelqu'un qui incarne ouvertement et l'assume et le dit, le projet de recolonisation de l'Afrique en ce 21e siècle. Gbagbo est ivoirien. M. Ouattara n'est pas ivoirien. Ce n'est pas une injure que de le dire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas une injure que de le dire. C'est un fait. On ne peut pas avoir honte de son pays. Si quelqu'un a honte de son pays, c'est son problème. Nous, on rappelle qu'il est burkinabé. Il n'y a pas de honte à être burkinabé. M. Ngos, on ne peut pas être burkinabé et être ivoirien. Ça ne marche pas. Gbagbo est ivoirien. Il veut rentrer chez lui. On lui dit, pour rentrer chez toi, arrête la politique. Va habiter dans ton village. Autrement dit, pour rentrer chez toi, déshabille-toi devant M. Ouattara. Divinise M. Ouattara. Prie-le qu'il est le Dieu du ciel et de la terre. Honore-le avant de rentrer chez toi. M. Ngos, c'est inacceptable. Alors, il faut interpeller le monde. C'est le monde qui est interpellé. Je sais, on n'est pas naïf, mais il faut toujours parler, M. Ngos. Il faut construire la conscience morale des gens. Je ne m'adresse pas aux puissants de ce monde, je ne suis pas naïf. Puisque c'est ceux qui ont organisé tout ça. Mais je m'adresse à ceux qui ont cru aux chartes internationaux, qui croient au discours universaliste des structures comme l'ONU. Ceux qui ont cru que l'Union africaine valait quelque chose. Je parle à ceux-là. Ceux qui croient à la CEDEAO, qui va s'agiter au Mali, mais qui ferment les yeux sur ça, sur l'indécence la plus élevée de ces dernières années, mon cher gosse. J'appelle ça l'abjection qui se taise, regarde. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un qui a un pays se tait, il le subira demain, mon cher gosse. Il le subira. La Côte d'Ivoire vit un néo-apartheid. Moi, moins fort ce matin, je le dis. Je peux démontrer, j'ai tous les preuves de ce que je dis. La Côte d'Ivoire vit un néo-apartheid. On est en train de remplacer le peuple ivoirien par d'autres peuples. C'est pas normal, même s'ils sont africains. C'est pas normal. Aucun de vous n'est pas accepté ici qu'on vient te chasser dans ta maison, on y met quelqu'un d'autre en disant que non, c'est la fraternité, vous êtes même frère, machin et consort. Comme quelqu'un a appelé l'autre jour, ah ouais, mais ça pour dire que non, c'est quoi c'est le panafricanisme, ça a dénoncé que qu'il a dit, les livres dans le panafricanisme. Il a d'abord lu, il va savoir ce que c'est. Ce n'est pas être panafricaniste que de faire ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Ce que nos frères maliens, burkinabés, autrefois en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du panafricanisme. Évidemment, ce n'est pas tous les populations de ces pays-là qui le font. Ils sont portés par des dirigeants et des dynamiques de manipulation présidées par la France et cette communauté de ce gang international qui les entraîne dans des dynamiques qui sont très dangereuses, mon cher gosse. Donc je t'ai dit qu'on est en train de remplacer le peuple ivoirien dans son pays. On veut faire une Côte d'Ivoire sans aucun Ivoirien. On peut accepter ça, mon cher gosse. Au niveau de la mer, c'est grave. Au niveau de la mer, c'est grave. Au niveau de l'établissement des pièces d'identité, c'est grave. Au niveau de la naturalisation, c'est grave. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que des millions de Burkinabés sont naturalisés ivoiriens? Nous, on se tait pour ça. Est-ce que le dit veut dire qu'on est contre le Burkina Faso? Moi qui défends le Burkina Faso tous les jours? Tous les jours? C'est normal ça? Peuvent-ils accepter eux qu'on fasse l'inverse chez eux? Mon cher gosse. À tous les niveaux. Il est en train de faire quelque chose de terrible avec les Français. Les Français ont tout pris en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont fini de prendre, M. Ouattara et l'entreprise qu'il a créée, et lui et sa femme, c'est une entreprise. Hein. C'est un couple extraordinaire, c'est une entreprise. Ils prennent tout. Et pour couvrir ça, ils ramassent les populations de la sous-région qui ne sont pas au cœur des enjeux et les amènent pour servir de quoi? De masque. C'est-à-dire de masque pour couvrir ça. Pour donner une base socio-ethnique à une dynamique qui n'a rien d'africain, qui est une opération franco-internationale de pillage de la Côte d'Ivoire, mon cher gosse. On fait des choses terribles en Côte d'Ivoire. Les dozos, qui les forment?
c'est la licorne. Et demain, maintenant, vous dites que Macron ne sait pas. La France ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand on dénonce, c'est un sentiment anti-français. La France n'est-elle pas en train de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Elle ne voit pas? Si elle n'est pas complice. Non, je fais exprès. C'est elle qui organise. Bon, supposons que Macron il va dire que les jeunes n'étaient pas là. Qu'il a trouvé. Mais il n'est pas en train de voir. Il a trouvé au point de venir oser faire, dire qu'il va transférer un métro à Abidjan. Et le scandale du siècle, 39 km, 1000 milliards de francs CFA. Il dit 39 km, 1000 milliards, financés par le Trésor français. Donc, directement par M. Macron, qui va être remboursé par les Ivoiriens. Vous savez pourquoi il fait ça? Évidemment, il va prélever directement les commissions, qui vont être remboursées par les Ivoiriens. Mon cher gosse. Macron dira qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas. Et un monsieur comme ça qui porte un tel régime peut parler dans le Conseil des Nations, peut parler aux Africains. Des gens qui sont complices d'un tel régime peuvent-ils donner des leçons à d'autres pays de démocratie, de droits de l'homme, machin et comme ça, alors qu'ils sont en train de cautionner un néo-apartheid en Côte d'Ivoire, qu'ils organisent? Les Américains sont dedans, mon cher gosse. L'Union européenne est dedans. Les Anglais sont dedans. Mais c'est un complot international. C'est un complot néo-apartheid contre la Côte d'Ivoire. On ne peut pas se taire, mon cher gosse. Il n'y a pas de conditions à remplir pour Gbagbo pour entrer dans son pays. Il n'y a pas de conditions. Les seules conditions qu'il faut remplir, c'est les honneurs qu'on a réservés à un ancien président, c'est la moindre des choses. Il n'y a aucune condition à poser à M. Gbagbo. Et nous le disons ce matin, mon cher gosse, pour chuter par là. Parce que si vous m'arrêtez pas, je veux parler toute la journée. Donc, pour chuter tout matin, nous on dit ceci. C'est un conseil à mon petit niveau que je donne aux Ivoiriens et au président Gbagbo. Je dis bien, c'est un conseil à mon petit niveau. Je ne suis pas membre du pays. Je ne suis qu'un patriote africain qui souffre de voir son continent dans une telle situation. Monsieur Ngos, nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour le retour du président. Pas parce que le gouvernement ivoirien le dit. Ça ne sera jamais réuni pour le gouvernement ivoirien. Ça ne sera jamais réuni parce que le projet du président Ouattara est que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Sauf s'il renonce à la politique. Et il va s'installer à Mama. Ça, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il ne rentrera jamais, du point de vue de M. Ouattara. Nous disons que ce cafouillage, la sortie l'autre jour, hier, du ministre soi-disant chargé de la réconciliation nationale, M. Kakabe, vraiment, à défaut de pleurer, on rit. Quand il vient dire que bon, il n'y a pas eu concertation, la concertation n'est pas arrivée au bout, on vous prépare sur le fait que si le président rentre dans une telle situation, si un truc lui arrive, on va dire qu'on avait dit que ce n'était pas prêt. Or, pourtant, c'est ce qu'on organise. Nous avons des informations que à Abidjan, on est prêt à aller jusqu'à l'assassinat du président Gbagbo. On est prêt, dans le cadre d'un cafouillage qu'on va organiser à dessein, pour se débarrasser de quelqu'un qui dérange tout le monde. On a des informations, moi je ne vais pas dire plus ce matin, mais je dis nous avons des informations. Voilà pourquoi moi je conseille, à mon petit niveau, que, je peux me tromper, hein, mais moi je conseille, je pense totalement que le président, les conditions de mon point de vue ne sont pas réunies pour que lui rentre maintenant. Pas qu'il va rentrer quand ça arrangera le gouvernement, je répète, ça ne va jamais le faire. Mais il faut que les conditions soient réunies, n'est-ce pas, pour qu'il rentre. Moi je ne veux pas aller plus loin, parce que même au niveau de son parti, mon cher gosse, ce n'est pas la sérénité pour rester poli. Je veux vous étonner, mon cher gosse. Vous croyez que le retour du président réjouit même certains cadres de son parti? Je vous dis non, j'ai d'informations. Mais le respect que j'ai pour l'histoire de ce parti m'amène à me taire. Toute la classe politique ivoirienne ne veut pas voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Du moins l'élite politique. Vous savez pourquoi? Tous sont mouillés. Je dis bien tous. Si quelqu'un bronze, je sors dossier par dossier avec ton nom. Moi je le dis à mon vision. Tous sont mouillés. Gbagbo est le seul qui est propre, qui est plus populaire que jamais. Vous imaginez donc que dérouler le tapis rouge à un tel rival va d'office les envoyer au garage. Donc à l'heure actuelle, M. Ouattara fait ce qui arrange tous les hommes politiques ivoiriens. Il y a un consensus, n'est-ce pas, politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le gouvernement le dit ouvertement parce qu'il sait qu'en coulisses, tous les hommes politiques, y compris les cadres du parti de Gbagbo, certains cadres de son parti, ne sont pas prêts à assumer un retour du président. Il est trop gênant. Il est trop gênant. Il est trop populaire. Il est trop sain. Il réunit tous les atouts pour les envoyer au garage. Donc chacun, il y a un consensus, donc, évidemment présidé par la France et la communauté internationale de criminels. Ce consensus, c'est que
Comme on ne peut pas dire ouvertement qu'on ne rentre pas, comme il a été blanchi à la CPI, on préfère laisser aux nègres de maison, comme d'habitude, de faire le sale boulot. Merci pour cette première prise de parole, Président Badakani. Seda Omer, vous également, vous connaissez actuellement les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. On ne va pas également oublier de dire qu'en 2011, lors des émeutes, on va le dire comme ça, eh bien, tous ces hommes politiques, à un moment donné, on le sait, ont vendu Laurent Koudou-Gbagbo. Finalement, il a été déporté, libéré, déclaré innocent. Finalement, il veut rentrer chez lui. Même rentrer chez lui devient un problème, car la seule voie qu'on lui trouve, c'est peut-être le faire assassiner. Je me demande s'il sera à la hauteur d'apporter une réponse efficiente après la brillante analyse, explication du président Bandakani. Je vais quand même me risquer à cela. Vous me permettrez de commencer mes propos en m'incarnant dans la peau de cet artiste, ivoirien bien sûr. La communauté internationale c'est pour vous, l'ONU c'est pour vous, l'Union africaine c'est pour vous, mais la Côte d'Ivoire c'est pour nous. Pour nous parce que les peuples ivoiriens et les peuples africains sont un. Monsieur Ngos, vous allez me permettre, je ne vais pas censurer votre pensée, vous avez tantôt dit l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Koudou-Gbagbo. Non. Pour moi, Laurent Koudou-Gbagbo reste et demeure le président ivoirien. Oui. Il est le président des peuples de Bouaké, de Korogo, de Abidjan, de Yamoussoukro. Il a été pris en partie, il a été déporté, comme vous l'avez si bien dit, et pendant 10 ans, on a mis en lieu et place de ce président, de ce digne fils africain, un pantin. Et ce pantin que je me réserve de citer le nom, mais qui est connu de nous tous, qui sert les intérêts des autres peuples, en dehors du peuple ivoirien. Et maintenant, à la question de savoir si le président Koudou-Gbagbo devait rentrer paisiblement chez lui, je voudrais répondre en tant que Bantou. Et chez nous les Bantous, cette anecdote a toute sa place pour dire, si vous contribuez à tuer quelqu'un, si vous le mettez en morceaux, si vous le jetez en mer, vous rentrez chez vous et en toute quiétude, vous vous dites, ouf, enfin, je me suis débarrassé de ce personnage gênant. Mais quelque temps après, ce Messie, cet homme pur, cet homme au grand cœur est ressuscité, Laurent Koudou-Gbagbo, et qu'on vous annonce qu'il doit rentrer. Quelle devrait être votre posture? C'est ça compliqué. Et voilà, vous comprenez donc à suffisance que votre titre est l'incarnation de la vérité. Retour contrôlé de Laurent Koudou-Gbagbo, ado paranoïaque. Toute la réponse s'y trouve, Steve Ngos. Abidjan est dans la panique. Je veux dire Abidjan politique. Oui. Le président Bandakani l'a si bien dit. Il y a un complot qui se tisse dans toute la classe politique ivoirienne pour dire celui-là qui a choisi de servir son peuple, celui-là qui a choisi de mettre sa vie en danger pour préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire, il est de retour. Et être de retour voudrait dire tous les pantins, tous ceux qui jouent le jeu, qui roulent pour la France et la communauté internationale, doivent être mis dans le placard. Est-ce qu'il est donc évident que ces pantins acceptent ce retour? Non. Mais maintenant, comme Bantou, qui devrait nous empêcher d'entrer ou de rentrer chez nous? Personne. Même pas Dieu. Quand je le dis, c'est pas pour mettre à défi Dieu, mais c'est simplement pour dire que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la durée de toutes les tractations diplomatiques, quelle que soit la durée de toutes les initiatives machiavéliques entreprises pour empêcher, pour obstruer, pour barrer la voie au retour de cette lumière en Côte d'Ivoire, tenez-vous tranquille, la vérité finira par triompher. Laurent Koudou-Gbagbo rentrera chez lui, mais il ne rentrera pas dans les conditions. Nous ne sommes pas là pour être porte-parole, loin de là, mais c'est simplement l'analyse. Le président Bandakani l'a si bien dit. Le 17 juin, toutes les conditions ne sont pas réunies. Oui,
Mais je fais une lecture de second degré. Pourquoi les conditions ne sont pas réunies? Les conditions ne sont pas réunies parce que quand on vous dit, mais, monsieur Ngos, vous allez rentrer chez vous. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vous dit. C'est quelqu'un d'autre qui vous dit comment vous allez vous habiller pour rentrer chez vous. Comment vous allez marcher pour rentrer chez vous. Comment vous allez vous comporter pour rentrer chez vous. Mais ça pose déjà tout un problème. Ça veut dire simplement que sur le plan médiatique, Ado, Alassane Draman Ouattara, donne l'impression qu'il est pour le retour de Laurent Gbagbo, mais derrière, c'est autre chose. Se cache là une forme de rancœur. Parce qu'après avoir cherché à enterrer le phénomène Gbagbo, avec l'aide de la communauté internationale, avec l'aide de ce monsieur que je vais prendre sur moi de citer le nom, pas pour faire sa publicité, Nicolas Sarkozy, 10 ans n'ont pas suffi pour éteindre cette lumière. 10 ans n'ont pas suffi pour tuer cette flamme panafricaine qui, lui, en Laurent Gbagbo, mais accepter son retour aujourd'hui, c'est mourir un tout petit peu. Mais que peut-il bien faire? Parce que les peuples africains sont des peuples de Dieu. Ce n'est pas un peuple maudit, comme le laissent croire ceux qui travaillent pour nous ramener en arrière. Mais je pense simplement qu'il ne faudrait pas que nous tombions dans le piège de ceux-là qui, depuis l'hôtel de Golfe, ont manigancé la chute, ont manigancé, ont programmé la mort de Laurent Gbagbo en disant il faudrait rentrer en Côte d'Ivoire dans ces conditions obscures. Il faut prendre le temps. Il faut s'assurer véritablement qu'une main noire, qu'une main diabolique n'est pas là quelque part pour attendre le retour de ce messie ivoirien et l'abattre, comme on l'a fait avec Patrice Lumumba, comme on l'a fait avec Kadhafi, et laisser croire que les Africains sont des meurtriers. Non, les véritables meurtriers, ils sont de l'autre côté, nous les connaissons. Je dis simplement pour sortir, pour chuter, restons sereins, patriotes. La Côte d'Ivoire connaîtra un avenir meilleur avec Laurent Gbagbo. Un avenir meilleur avec Laurent Gbagbo, avec Christelle Fanga, finalement, avec toutes les explications qu'ont donné le président Badakani au maire Seda, finalement, on va dire que Laurent Gbagbo est un danger pour les politiques du côté de Abidjan qui ne veulent pas le voir revenir. Avec tout le monde pensé à tout, on pensait à sa mort, à son emprisonnement, sauf à son retour. Ben, je crois que peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Oui. Et c'est Ivoirien lui-même qui dit qu'un morceau de bois tant duré dans l'eau ne sera jamais caïman. Oui. Vous pouvez tout faire. D'ailleurs, Blé Goudé l'avait rappelé au niveau de à la CPI là-bas. On ne demande pas les dents de la panthère. On ne demande que les dents de la panthère à celui qui a mangé. Qui a mangé la tête, oui. Donc cette paranoïa que vous voyez à Abidjan, ce n'est que normal. Parce que les mangeurs de tête de la panthère sont dans la panique. Et comme ils n'ont pas pu étouffer l'homme, je prends cette référence de l'écriture pour que j'en sois bien. Et nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Je leur dis, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, comme ils veulent faire mourir le président Laurent Gbagbo. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Mais vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je saute, je vais au verset 44. Vous avez pour père le diable. Suivez-moi bien. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Vous pouvez identifier les personnages actuellement à Abidjan. Les qui disent qu'ils sont les pères fondateurs de la vérité, des fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est-à-dire la démocratie qu'on nous a dit, on nous a tant vanté, le respect des droits de l'homme, des machins, les voilà. Parce que quelqu'un leur a dit la vérité, que la Côte d'Ivoire c'est pour nous.
La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. On ne peut pas venir. Il arrive, le président Laurent Koudou Gbagbo arrive au palais et trouve que le palais d'Abidjan, on paye le loyer à l'ambassadeur de France. Et il dit, mais c'est pas possible. Donc dans mon propre pays, je paye, le palais est situé dans mon propre pays, dans mes terres. Je paye le loyer à l'ambassadeur de France pour le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Il arrive, il trouve que les contrats pétroliers de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne reçoit que 12%. 12% de la vente du pétrole. La France a 88%. Il dit non, on doit plutôt inverser. On dit, ah bon? Donc c'est pour ça que tu es venu. Et les pharisiens se sont mis, ils ont dit, ah non, 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 tu dois mourir. Et ils ont tout essayé. Parce que les bombes que la force Likon, l'ONU déversait sur le palais d'Abidjan, ce n'était pas pour lui, pour l'arrêter, hein. C'était pour l'assassiner. Mais comme il y avait la couverture divine sur Laurent Koudou Gbagbo, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Plusieurs assassinats, tentatives d'assassinat, empoisonnement et tout le reste. Ça n'a pas marché. On a même pris une femme sorcière qu'on a mis à côté de lui pour l'assassiner. Ça n'a pas marché. Ce que je dis là, c'est tellement profond. Et c'est vérifié, vous pouvez vérifier. Pour l'assassiner, ça n'a pas marché. On a déporté. On pensait que non, à la CPI là-bas, il sera dans les dispositions où on ne va suspecter personne. Arriver là-bas, on va peut-être mettre un petit poison. Vous savez que Abidjan est champion du petit poison. Surtout au premier ministère là. Je vous le dis. La fiole. Donc c'est champion. Donc on pensait que non, ça allait marcher pour lui. Mais je ne sais pas combien de fois. Même, je crois que c'est les Saintes Écritures qui l'ont encore protégé. Parce que les Saintes Écritures, même quand tu boiras un breuvage mortel, ça ne te fera aucun mal. Aujourd'hui, on a essayé à la CPI, ça n'a pas marché. On a essayé tout pour faire mourir le président Laurent Koudou Gbagbo, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, Abidjan réfléchit, dit, bon, ok, si le monsieur là revient, il faut d'abord qu'on annonce les couleurs. On leur dise que non, on ne s'est pas entendu d'abord sur les dates et tout, donc les problèmes de sécurité. Donc si un incident arrive, ça ne sera pas de notre faute. Oui. Ça veut dire qu'on a déjà mis un sniper français. Suivez mon regard. On a déjà mis un sniper français que dès qu'il va atterrir, vous savez qu'il y avait d'abord même le projet de faire sauter son avion. Comme on a fait sauter l'avion de plusieurs chefs d'État africains. Il y avait le projet que l'avion qui va le transporter de la CPI pour Abidjan va sauter. Mais ils ont vu que non, il y aura beaucoup de... ça sera tellement suspect. Mieux vaut l'attendre sur place et dit déjà que non, les conditions ne sont pas réunies. Et comme le FPI, vous savez pourquoi il précise le FPI Gore? Il faut bien suivre le langage, hein, le FPI Gore. Gbagbo ou rien. C'est-à-dire les radicalistes. Ça veut dire que ce n'est pas tout le FPI qui est d'accord. C'est une branche. On essaie déjà de diviser le FPI, ou bien tous les partisans du Laurent Koudou Gbagbo pour dire que non, il y a une partie qui ne veut pas son retour dans l'état actuel, il y a ceux qui veulent. Et c'est le rôle d'Afin-Guessant. Donc, vous comprenez que on a déjà pris toutes les dispositions nécessaires que non. S'il vient dans cet embouteillage-là, dans ce carcan-là, un sniper français est déjà disposé. Vous savez que c'est la même chose qui s'est passé avec Idriss Déby. On a donné les positions. Je savais qu'il était accompagné par un officier français pour aller sur le théâtre des opérations. Et c'est lui qui avait le GPS de localisation. Il dit, bon, il est déjà à tel niveau. Il a 50 mètres du champ de tir. Il a 25 mètres. Et vous connaissez, ils ont des armes sophistiquées. Donc, à 500 mètres, ils peuvent vous abattre. C'est la même chose. Qui a disparu jusqu'aujourd'hui. Qui a disparu? Exactement. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où cet homme-là est allé jusqu'aujourd'hui. Il a disparu. Et c'est lui qui a informé tout le reste. L'ambassadeur, qui a informé l'ambassadeur, qui a informé le Quai d'Orsay, qui a informé la France que le président Déby est mort. Jusqu'à présent, il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Donc, c'est le même scénario. Que c'est dans cette euphorie-là, de jubilation et de tout le reste-là. Boum! Et c'est pour ça que vous avez vu, on a déjà commencé à monter les soi-disant victimes du président Laurent Koudou Gbagbo. Pour faire des petits mouvements. Oh non, on ne veut pas son retour. On ne veut pas le retour d'un criminel. Bon, quand vous regardez les victimes, là, elles ressemblent aux victimes.
Bon, tous les victimes qui sont allées à la CPI pour aller témoigner que vraiment, tous sont arrivés là-bas dire que non, nous on ne connaît pas que ce monsieur est mauvais. Nous, on n'a jamais vu la méchanceté de ce monsieur. Parce que même Ouattara était emprisonné, était chassé de la Côte d'Ivoire par monsieur Bédier. Qui l'a fait revenir en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Monsieur Ouattara n'était pas ivoirien. Qui a signé? Monsieur Ouattara n'était pas ivoirien. Qui a signé? Qui a donné l'autorisation? Parce que vous savez que monsieur Ouattara ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle parce qu'il n'était pas de père et de mère ivoirien. C'est Gbagbo avec son accord qu'il a signé. D'ailleurs même, monsieur Laurent Koudou Gbagbo a donné toutes les indemnités de monsieur Ouattara en tant que premier ministre. A continué à payer. Mais pendant 10 ans, monsieur Ouattara n'a jamais payé les indemnités du président Laurent Gbagbo en tant qu'ancien chef d'État ou bien la première dame. Gbagbo l'a fait. Il lui a donné tous les éléments. Gbagbo a donné un passeport à monsieur Ouattara. Gbagbo l'a donné. Mais pour que Gbagbo ait un passeport, c'était les problèmes. C'était les problèmes. Donc, vous comprenez que la méchanceté, la paranoïa n'est pas fortuite. C'est parce que justement, on sait, et je vais vous le dire, dès que Gbagbo atterrit en Côte d'Ivoire, Ouattara s'en va. C'est terminé. Parce que les gens prennent souvent des choses comme des blagues. Parce que si quelqu'un a pu vaincre tous les éléments de la mort sur son passage, de Abidjan jusqu'à la CPI, de CPI maintenant de retour à Abidjan, avec le complot international qui s'est mis contre lui, c'est-à-dire ONU et tout le reste là, et il a réussi. Ce n'est pas le petit Abidjan là qui va le dépasser. Et Gbagbo n'est plus au niveau seulement d'Abidjan, ou bien de la Côte d'Ivoire. Non, c'est un patrimoine africain aujourd'hui et mondial même. Parce que même, c'est quelqu'un qu'on va étudier dans les livres d'histoire. Hein. Ce n'est pas la première fois que M. Ouattara met Gbagbo en prison. Hein. Quand il était premier ministre de Houphouët-Boigny, il a mis Gbagbo en prison. À chaque fois, il a toujours mis Gbagbo en prison. Mais Gbagbo est toujours ressorti et il a pardonné. Ça, c'est la force des grands hommes. Nous pensons que peu importe ce que le régime d'Abidjan va faire, il faut préciser qu'un régime dictatorial, un régime illégitime, parce que je suis d'accord avec toi, mon cher ami, le président Laurent Koudou Gbagbo reste le président élu de la Côte d'Ivoire. Le reste là, c'est de l'imposture. Peu importe la durée de la nuit. Le soleil finit toujours par apparaître. Par apparaître. Merci beaucoup, André Christelle Fanga. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve du contraire. Les Africains, depuis 10 ans aujourd'hui, ont noté, ils le disent eux-mêmes, la méchanceté extrême d'Alassane Dramane Ouattara. Ils se souviennent également que Laurent Koudou Gbagbo s'est chargé de lui a donné justement ses indemnités en tant que Premier ministre. Et c'est lui également qui lui a permis d'enterrer sa mère. Exactement. Il lui a permis de faire de grandes choses. Mais lui, la mère de Laurent Koudou Gbagbo est morte. Il n'a même pas voulu que Laurent Gbagbo vienne aux obsèques. Il y a eu plusieurs choses également. Il a pris un décret exceptionnel qui était même anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Non, non, de la paix. Pour faire de M. Ouattara candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe justement du côté d'Abidjan? Beaucoup d'Africains sont en train de m'écrire et me posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Ouattara? Bon, c'est vrai que je ne suis pas dans sa tête. Non, vous comprenez parfaitement, ce n'était pas votre question. Je ne suis pas non plus dans sa tête. Non, disons qu'il faut... bien d'ailleurs. Déjà, il faut aborder cette question sous au moins 3 angles. Mais avant tout propos, je voudrais tout d'abord déconstruire les propos de M. Kwadjo Konambetan qu'il a tenu hier. L'homme de 500 c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pour lui rappeler que il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas dire que le président Gbagbo, en tant que citoyen ivoirien, a le droit de rentrer chez lui sans protocole et pas derrière. Il prétend qu'il déplore le fait qu'il n'y ait pas eu concertation entre le Front populaire ivoirien et les proches de Laurent Gbagbo. C'était un très gros mensonge. Je dis mensonge et j'insiste là-dessus parce que c'est ça, quand quelqu'un ment, il ne mérite aucun égard, aucun respect. Jean 8,44. Je voudrais rappeler à la conscience des téléspectateurs qui nous regardent qu'en son temps, quand il avait encore un peu de lucidité, M. Alassane Dramane Ouattara a confié le dossier du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire à M. Ahmed Bakayoko de Roqueté Mémoire.
qui a commencé les démarches, les concertations, notamment avec le secrétaire général du Front populaire ivoirien à Souadou, avec le chef de cabinet de Babo, ainsi que sa compagne actuelle. Monsieur Ahmed Bakayoko parti, Patrick Hachi a pris le relais des concertations. D'une part, avec le Front populaire ivoirien, sa famille politique, son chef de cabinet de Laurent Gbagbo, et de son actuel, de sa compagne Hachi se porte actuelle. bien. Ça c'est important. Quand j'ai mis cela sur la table, il est donc inconvénient, inacceptable, que un opposant, entre guillemets, de se croire ministre de la Réconciliation nationale, se mette à raconter des balivernes. C'est inacceptable. Il faut d'abord restituer ces faits. Nous sommes des journalistes. Dans justement le projet de retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de conditionnalités qui ont été opposées. Je dis bien opposées au comité justement d'accueil, au comité préparatoire de retour de Laurent Gbagbo. Parmi ces conditionnalités, il y en a au moins 3. Première conditionnalité. On ne veut pas, on veut que M. Laurent Gbagbo rentre dans son pays en catimini. Comme un malfrat, c'est-à-dire de manière clandestine. Oui. Comme un malfrat. Il y aura un petit comité d'accueil à l'aéroport. Peut-être un thé dans le salon d'honneur dédié au président de la République. Et il va en petit comité d'accueil chez lui. Sans liesse populaire, tel que c'est prévu par sa famille politique. Parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a d'autres Africains, parce que tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué fort opportunément, que Laurent Gbagbo n'est plus le patrimoine des Ivoiriens ni du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo, c'est le patrimoine des Africains, des patriotes. Et sa renommée va au-delà des frontières africaines. Il faut en tenir compte. Donc, Abidjan ne veut pas de cette liesse populaire, ne veut pas de ce retour triomphal. Ça lui pose un très gros problème. Et comme Abidjan est très préoccupé par la sécurité de M. Laurent Gbagbo, eh bien, ça peut avoir des débordements au point que ça puisse atteindre, on puisse attenter à sa sécurité personnelle du fait des associations des victimes qui sont payées pour marcher. Il faut le dire. Des victimes. Mais les victimes de qui? Qui peuvent lui faire la peau? Mais il y a eu plusieurs protagonistes dans le cadre de la crise ivoirienne en 2011. Parmi ces protagonistes, il y a un locodème qui s'appelle M. Sarkozy, qui est la pièce maîtresse, qui a organisé le génocide. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un semi-génocide. Lorsque vous tuez plus de 17 000 personnes, c'est un génocide. Et je suis très surpris que l'Union africaine ne puisse pas mettre sur la table ces problématiques. Ce dossier-là. Je suis très surpris que c'est maintenant que Bensouda, qui a dit de partir dans ces pays, engage une enquête contradictoire, des enquêtes contradictoires pour voir s'il y a lieu de part des coupables dans le camp d'en face. Il ne faut pas se moquer des Africains. Deuxième conditionnalité qui a été posée par le régime d'Abidjan. Monsieur Laurent Gbagbo rentré en Côte d'Ivoire, il doit œuvrer pour la réconciliation nationale. Mais il me semble qu'il y a un ministre en charge de cette question-là. Takabe. Mais pourquoi est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui doit s'engager publiquement, il dit publiquement, dans le cadre de la réconciliation nationale? Mais qui a créé des problèmes en Côte d'Ivoire? Mais ce sont ceux qui ont créé des problèmes en Côte d'Ivoire qui doivent prendre les responsabilités en vue d'une réconciliation nationale réaliste, j'allais dire objective et inclusive. Troisième conditionnalité qui a été posée, n'est-ce pas, pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Non, il doit sortir, il doit s'auto-tuer politiquement, voilà. C'est-à-dire qu'il doit quitter de la scène politique. Il doit quitter de la scène politique. Tout ce qui concerne la politique doit se mettre à l'écart. Il ne doit même pas s'occuper des problèmes politiques, non. Il doit se mettre à l'écart. Auquel cas, on agitera au-dessus de sa tête sa condamnation de 20 ans par contumace relativement à sa responsabilité qui n'est même pas établie dans le cas de l'affaire du casse
la banque. Je ne sais pas, M. Ngos, si M. Laurent Gbagbo était devenu soit un cambrioleur ou un braqueur pour aller casser la BCAO. Là encore, nous sommes dans un procès politique. Quatrième conditionnalité, n'est-ce pas? Eh bien, il est question que M. Laurent Gbagbo se réserve le droit de s'occuper, se réserve tout le droit, n'est-ce pas, de s'impliquer dans tout ce qui concerne, que ce soit la vie politique, que ce soit la vie économique de son pays, par monsieur, et ça ce sont les conditions qui sont portées par monsieur Alassane Dramane Ouattara. Naturellement, ce sont les négociations qui datent. Mais qu'aujourd'hui, monsieur Kouadio Konan-Bertin nous dise que le gouvernement ivoirien n'a pas été consulté, il n'y a pas eu consultation entre le gouvernement ivoirien et les partisans de Laurent Gbagbo, il y a forcément un problème quelque part. Il y a un très gros problème quelque part. Il y a un très gros problème quelque part. Oui, bon, sur quelle base donc, s'il n'y a pas eu concertation, sur quelle base le régime d'Abidjan a décidé d'octroyer à M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, les indemnités dédiées aux anciens chefs de l'État et qui devront être payées depuis 2011, cette dette qui correspond à la période pendant laquelle il a été déporté à la CPI. Sur quelle base le gouvernement ivoirien a ils vont payer les 10 années? C'est ce qu'ils disent. Sur quelle base ils ont décidé d'octroyer à Laurent Gbagbo une résidence digne de sa stature, avec, n'est-ce pas, avec tout le personnel qui devrait être payé aux frais du trésor public ivoirien. Sur quelle base? S'il n'y a pas eu concertation, avec voiture, tout cela comporte. Sur quelle base? Avec garde du corps, garde rapproché. Sur quelle base donc ces choses, ces mini-privilèges ont été mis à la disposition, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo lors de son retour en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut, il faut qu'on soit sûr, mais je me rends compte qu'Abidjan n'est sérieux nulle part. Abidjan n'est pas sérieux. Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer dans son pays comme un brigand qui rentre de chez, comme un étudiant qui rentre dans son, chez vous. C'est absolument pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, finalement, on se rend donc, Abidjan se rend donc compte que finalement, Laurent Gbagbo est si populaire au point qu'il constitue un danger politique. C'est ça qui s'agit. Donc, Abidjan sait donc que, à travers cette posture, Abidjan, je parle d'Abidjan pour ça, dit M. Ouattara, il est donc finalement conscient qu'il n'a aucune légitimité. Il n'a aucune popularité. Donc, on va lui rendre la vedette de la légitimité et de la popularité. Ça se joue sur le terrain politique. Je termine en disant ceci. Quand j'ai posé ces deux, parce que pour répondre à votre question, quand j'ai dit cela, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, oui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Français. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. La Côte d'Ivoire appartient au Maroc. La Côte d'Ivoire appartient à la belle famille de l'autre. Puisque les opérateurs économiques ivoiriens, ils ne sont que des sous-traitants de certains contrats qu'on voudrait bien leur donner. Vous avez un opérateur économique ivoirien qui a voulu construire en Côte d'Ivoire une usine de transformation de cacao ivoirien. Gbagbo a refusé de lui donner cette autorisation de le faire. Ouattara. Ouattara a refusé de lui donner cette autorisation justement de construire une usine de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien a préféré venir au Cameroun construire cette usine de transformation de cacao. À l'antique quoi. C'est cet Ivoirien qui l'a construit. En Côte d'Ivoire, les cacaoculteurs ne bénéficient pas du produit de leur labeur. Parce que ce sont les locaux-d'herbe qui ont le monopole de l'exportation et de l'exploitation de cette affaire-là. Il a fallu que les cacaoculteurs, je veux parler des syndicats interprofessionnels de ce cacao, de ce côté-là,
tourne fort pour que Abidjan concède leur conseil de 20% des exportations. 20%. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que ce qui se passe en Côte d'Ivoire devrait interpeller les Africains, la jeunesse africaine. Babo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire en catimini. C'est absolument pas possible. Et puis, il faut se le dire, parce que c'est une question majeure. La question de sa sécurité. Abidjan est responsable de la sécurité, qu'il le veut ou non, de la sécurité de Babo, pour une raison simple. Il a juré, même quand bien il prend un engagement, il ne le tient jamais. Il a juré de protéger, n'est-ce pas, les institutions de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien, et M. Babo, jusqu'ici, n'a pas... Il fait partie justement des Ivoiriens. Il n'a pas de nationalité, autant le dire. Babo n'a qu'une seule nationalité, il est ivoirien. Il est ivoirien. Il n'est pas français, il n'est pas américain. Il n'est pas non plus hollandais. Il n'est pas non plus hollandais. Il n'est pas belge. Il n'est pas suisse. Il est ivoirien. Et il doit être protégé par Abidjan. Par les autorités ivoiriennes. Président Badakani, il faut quand même dire haut et fort que Laurent Koudou Gbagbo a été débarqué de la présidence ivoirienne devant les caméras de télévision, il faut le dire, du monde entier. Et surtout les télévisions françaises. Et pour bon nombre d'Africains, comme il a été déporté en Mondovision, il faudrait qu'il rentre également ainsi devant les caméras de télévision du monde entier en Mondovision, comme le monde entier l'a regardé aller justement du côté de la haine. Je répondrai comme les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui doit être fait. Singos, de fait, oui. De fait, à partir du moment où un couple étranger, M. Ouattara et son épouse, pris en charge par un gang international coiffé par l'ONU, envahit la Côte d'Ivoire, la met sous occupation, la colonise, c'est un dossier international. C'est le plus grand dossier international du XXe siècle et du XXIe siècle finissant. Je veux que vous compreniez l'enjeu de la situation ivoirienne. Si on enferme ça sur le prisme ivoiro-ivoirien, on dit ça? On rabaisse. On minimise les gains historiques que les Africains vont engranger à cause de cette affaire. On va minimiser les gains moraux en termes de conscience historique de ce que les Africains vont recueillir de cette affaire. Parce que tôt ou tard, il y aura un tribunal pour la Côte d'Ivoire. Il y aura un tribunal international sur la Côte d'Ivoire. Ça va pas se passer comme ça. Mon cher gosse, les gens sont très forts pour aller faire les tribunaux internationaux de la Yougoslavie. Où des criminels présidents américains vont faire ce qu'ils ont fait, bombarder un pays qui n'a rien fait. Jusqu'à prendre son président, amener à la CPI injustement. Je parle de Slobodan Milosevic. Après l'avoir présenté comme un criminel. Alors que c'est le président américain, français et occidentaux qui étaient les criminels. Mon cher gosse. Les gens sont très forts pour faire les cours internationaux, pour se présenter comme les parangons du droit international. Voici un dossier qui réunit tout pour déboucher sur un tribunal international digne de son nom. Vous savez pourquoi ce tribunal traîne à se mettre sous pied? Qui va juger l'ONU? Vous allez me le dire, forcément. Je vais vous le dire comment. Qui va juger l'ONU? Parce que quand on va juger l'ONU, on va arrêter le bandit de Choi. C'est un bandit, un brigand. On va l'arrêter. Et si vous l'arrêtez, vous allez toucher le secrétaire général de l'époque, dont il n'était que le paravent. Le paravent. Mais l'enjeu ivoirien, entre autres, c'est l'enjeu juridique international. Oui. Mais vous avez quel droit international? L'ONU est régie par quoi? Ce n'est pas une affaire de test. La pratique internationale, la voilà devant vous. Dans quel monde vit-on? C'est le procès de l'antenne internationale qui occure cette affaire. C'est le procès des Nations Unies. C'est le 40e crime de l'ONU. Mais quel est ce monde où un criminel tue, on le laisse, on ne lui dit rien?
Parce qu'il bavarde qu'il a une charte internationale, qu'on appelle l'ONU. La charte universelle de l'ONU. C'est quelle charte universelle, ça? Un chiffon qu'il faudra déchirer. Je dis bien chiffon qu'il faudra déchirer. L'enjeu ivoirien, c'est pas une petite affaire. C'est le monde qui est jugé là, dans le problème ivoirien. C'est le monde. Parce que tous les enjeux sont coincés là-bas. L'enjeu du droit international. Il est où votre droit international? Quand l'organisation garante du droit international est une organisation bandit, son secrétaire général a inventé une affaire, la certification. Des élections. La certification. Et qui était en fait quoi? Monsieur Choi vendait la certification. Il est rentré milliardaire, multimilliardaire de son poste d'habitant. Et il a partagé avec son patron de l'époque. Je crois que c'était Ban Ki-moon. Monsieur Ngos. Où est le droit international? Ah, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Et je répète, ce n'est pas le premier crime. Donc, c'est le procès du droit international. Si on n'est pas capable de faire ce procès, il faut qu'on se taise. Voilà pourquoi je n'ai jamais été un démocrate du point de vue de l'Occident. C'est maintenant qu'on voit les vrais démocrates. Vous devenez des démocraties en interne, alors que le monde, lui, il est gouverné par une authentique dictature, la plus farouche, la plus abjecte. Vous voulez démocratiser les périphéries, alors que le centre, c'est du nazisme. C'est une contradiction que les démocrates africains ne peuvent pas résoudre. Et qui discrédite tout discours démocratique, version occidentale, droit de l'homiste en Afrique. Mon cher Gaud. En plus de ça, on a créé la CPI. Les gens cherchent des histoires. On ne n'a rien créé. Ils ont osé créer la CPI. Ils disent que non, non. On ne rien créer. Oui, non. Est-ce que nous on a dit de créer ça? C'est vous qui avez dit de créer. Non, pas du tout. C'est pas moi en tout cas. Tout le processus qui aboutit à ce qu'on appelle la convention, c'est quoi, la charte de Rome, le statut de Rome. Le statut de Rome là. Vous connaissez tout le pouvoir qu'il y a eu derrière? Que non, le monde entier va faire un bond civilisationnel. Le monde entier va faire un bond moral. L'humanité va sortir de la sauvagerie pour entrer dans la vraie civilisation. Et comme d'habitude, ceux qui portent cette lumière, c'est l'Occident. Lumineux, tellement lumineux, qu'elle brille même plus que le soleil. Les gens ont rêvé, les naïfs ont rêvé. Les présidents africains sont allés signer. Évidemment, ils avaient le fusil ici. Tu ne signes pas l'œuf, ils ne te donnent pas l'argent. Mais c'était qu'on n'a pas signé. Bien sûr, voilà. Bien sûr, plein. Pas tout le monde. Plein, oui, beaucoup. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, évidemment, à l'époque, était dirigé par qui? C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc, on n'a pas signé. Donc, les dirigeants africains sont allés. Je vous rappelle quand même que le même soir où Laurent Koudou a été déporté, la Côte d'Ivoire a signé. Hein. Oh, mais c'est après coup. Dans la nuit. Non, on a signé après coup. C'est pas la nuit. On a déporté. Voilà. Et puis on a signé. Il faut également le souligner. Violation. Vous êtes sérieux, quoi. La violation, c'est que tu en as violé, quoi. C'est pas le viol. Ça vous démontre ce qu'on appelle statut de Rome, ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut. Alors, voilà la CPI. On a mis. Non, c'est pour lutter contre l'impunité. On va démocratiser les relations internationales. Vraiment, le monde a changé. On sera heureux. Et qu'est-ce qu'on a observé à CPI? Ça va à quoi? C'est un tribunal politique qui cherche les charges politiques contre des personnes qui refusent l'impérialisme international, oui. Des personnes qui résistent à la criminalité internationale. C'est la CPI. Et là où Babo est immense, c'est quoi? Son procès a étalé à la face du monde la réalité de la CPI. C'est-à-dire une cour internationale de nom, mais qui a présenté au monde entier l'internationalisme de bandits. C'est-à-dire le banditisme international, le monde entier a vu. Une procureure est incapable de réunir la moindre preuve. Pendant près de 6 ans, elle a le plus gros budget au monde pour aller enquêter et chercher les gens. À la fin, elle a tellement cherché qu'elle trouvait les témoins. Elle vient dire, j'ai les témoins, maintenant l'affaire s'y est terminée. On dit, amène les témoins. Elle porte les témoins dans l'avion, elle donne de l'argent et tout. Quand les témoins arrivent, ils déchargent l'accusé. Il y a certains témoins qui ne connaissaient pas leur village en Côte d'Ivoire. Je vous dis qu'ils déchargent là. Faut quand même pas oublier. Oui, non. Vous savez, c'est devant la cour internationale. Devant la cour internationale, quelqu'un qui ne connaît pas son village. Imaginez-vous que ça aurait été... Imaginez-vous que ça aurait été un tribunal africain. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Que bon, ça ne se prend personne, ce sont des sauvages. Mais là, c'est un tribunal international réunissant les agrégés cosmiques en droit. Voilà.
L'enjeu ivoirien, c'est un enjeu économique. C'est le procès de l'économie mondiale. Les gens portent les vestes, il y a l'OMC, il y a les contrats, machin, comme ça. On vous dit non, les gens mettent là, ils se voient, ils disent, je suis négociant. L'autre est là, les vestes, il dit, je suis trader, je suis intermédiaire, avec des vestes. Les gens prennent des grands airs pour dire que non, ils font de l'économie. Et qu'il y a des bandits qui doivent aller en prison. Eux, ils ne sont pas des voleurs, vraiment, ils font la vraie économie. C'est quoi l'enjeu ivoirien? Je vous dis que c'est le premier producteur mondial de cacao et de café. Attends. Ce sont pas les seules richesses de la Côte d'Ivoire. Si vous enlevez le cacao ivoirien sur le marché mondial, ce marché est immédiatement déséquilibré. Vous avez pour enjeu là des centaines de milliards. De milliards. Oui. Des milliers de milliards, mon cher gosse. Vous voyez? Comment ces gens-là ont fait donc pour gagner le marché ivoirien? On a bondi sur un pays. C'est-à-dire, quand le lion bondit sur sa proie, Ouais. quand le lion a faim, et qu'il la proie, qu'est-ce qu'il fait? Il bondit. Pourquoi le lion, c'est un animal sauvage? Il est sauvage. Mais on comprend quand c'est le lion. Mais quand un gang international, Dans ce gang également sauvage. coiffé par l'ONU, je donne les faits, coiffé par l'ONU, vous comprenez? Oui. Dans lequel vous avez la France, l'Union européenne, tous ces gens-là, et maintenant les entreprises, les chocolatiers, quand la proie ivoirienne passe ou bien s'est présentée alors qu'ils avaient faim, ils ont fait quoi? Ils ont bondi. Et ils ont fait quoi? Ils ont bondi. Et ils ont dévoré. déchiré. Mais c'est un gosse. C'est l'économie, c'est la sauvagerie. Sauvagerie économique. Banditisme économique. Pillage. Vol. Agression. C'est ça le système économique mondial. Le FMI, sous évidemment la barbe et la couverture du FMI. Quand on a le FMI, les gens ont les derniers cris de verse. Vous savez ça, non? Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'un gars du FMI peut voler là? Peut voler. Il ne vole pas. Il a les malais les plus chers du monde, les cravates les plus chères. Il vit dans un bureau climatisé. Il est sous-payé en dollars. Il n'est pas un voleur. Le voleur, c'est le gars qui vole le pickpocket à Paris. Le voleur, c'est celui qui vole une poule quelque part dans un pays africain. Le voleur, c'est celui qui vole votre moto. On peut le tuer. On lui donne 20 ans de prison, 5 ans, 10 ans de prison. Mais vous avez vu la condamner un fonctionnaire du FMI? Du tout. Quand il fait en Côte d'Ivoire. Et celui qu'on a mis devant comme cache-sexe, ce n'est pas l'ancien directeur général du FMI, parangon de l'économie. L'enjeu c'est un enjeu économique. C'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu moral. C'est un enjeu spirituel. Quand on dit les autorités spirituelles de ce monde, Rien du tout. ils disent quoi maintenant? Le pape là, il ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça sous-tend là. Quand il met ça, il ne voit pas la Côte d'Ivoire. Tous les religieux du monde là, ils ne sont pas tous les voir. Les autorités religieuses du monde ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui les empêche d'aller faire leur conseil économique à l'ONU pour dire au secrétaire général de l'ONU? Moralement, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui les empêche de faire une déclaration commune pour dire que spirituellement et religieusement, cette affaire-ci est une tâche sur notre conscience? Parce que le Dieu auquel nous croyons est le vrai Dieu. Pourquoi ils ne disent rien? Je dis bien, toute autorité religieuse confondue. Pourquoi ils ne disent rien? Et où est la tradition africaine? Où sont les traditions africaines? Pour protéger le président, le héros mondial du XXIe siècle. Mon chien gosse. Tout ça est où? Eh bien, il faut dire la vérité. C'est où tout ça? Mon chien gosse. Vous voyez que, je vous réponds pourquoi à Abidjan, il n'y a pas que la paranoïa. On est fou. Il y a un délire à Abidjan. C'est le délire. Ce délire sera long, je leur préviens. Ça va être long. Parce que là, maintenant, je vais soulever l'autre dimension de l'affaire. Ça va être long. Parce qu'on ne négocie pas avec les ennemis de l'Afrique. Il n'y a pas à négocier avec les ennemis du continent africain. On n'est pas en train de supplier que je sois à quelqu'un. Ils vont voir que derrière cet homme, il y a une puissance. La plus grande puissance qu'ils ne connaissent pas. La puissance vraiment divine. Parce que, faut m'expliquer pourquoi un homme comme ça a pu échapper à tout ça. Faut m'expliquer pourquoi? Non. Comment c'est possible? Gbagbo n'a pas pouvoir verser Ouattara. Le président Ouattara est trop petit pour Gbagbo. Il ne faut pas faire les fausses comparaisons. Le président Gbagbo n'a pas pouvoir verser M. Ouattara. Je sais que ma tête est mise à prix à Abidjan. Je ne suis pas le premier, je m'en fous. Nos têtes sont mises à prix, je le sais. Nous disons que la vérité. C'est un fait. C'est rabaisser Gbagbo que de faire lui l'adversaire du président Ouattara. Est-ce que Ouattara c'est son interlocuteur? Non. Est-ce que Ouattara pouvait prendre le pouvoir sans l'appui de ses parrains? Gbagbo a pour adversaire, pas la France. Le Jupitérien est trop petit. Il ne peut même pas cirer la chaussure du président Gbagbo. Il dit, mais ça, qu'on n'est pas digne de cirer sa chaussure de Gbagbo. Il le sait d'ailleurs lui-même. Gbagbo lutte contre le monde entier. Gbagbo a pour adversaire le système international dans sa réalité.
C'est réalité visible et invisible. Mon cher gosse. Voilà ce que Gbagbo affronte. C'est le ramener à un petit niveau que de le mettre au niveau de M. Ouattara. Et il a vaincu le monde. Je paraphrase quelqu'un que Fanga comprenait. Il a vaincu le monde. Gbagbo a vaincu le monde, mais c'est la réalité. C'est clair. Il a vaincu la CPI. Il a survécu au bombardement de son palais. Il a survécu à tout ça. On l'a accusé de crime. Écoutez bien, moi je demande des choses. Hein. On a dit crime contre l'humanité. C'est pas ça, toi? Crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà. Donc on n'a pas dit qu'il a fait un crime contre la Côte d'Ivoire. Non. On a dit crime contre l'humanité. Oui. Parce que quand on s'assoit ici, là, on démontre avec les arguments. On a dit crime contre l'humanité. Crime de guerre et crime contre l'humanité. S'il a été innocenté alors, il a été innocenté par rapport à l'humanité. Vrai ou faux? Ben, c'est vous et moi qui avons dit ça. Non. Leur humanité, évidemment. Leur humanité. Il a été innocenté. Mais maintenant, c'est au-delà de leur humanité. C'est au-dessus. Puisque c'est eux-mêmes, ils ont fait le procès. Ils l'ont innocenté. Mais eux-mêmes disent que c'est pas Ouattara. Bah, on n'a pas un crime contre Ouattara. Le libellé est clair. Il ne faut pas rabaisser le héros universel. Il ne faut pas le rabaisser. Quand nous avons la chance d'avoir un héros de cette dimension en plein 21e siècle vivant, ça fait pleurer de voir que l'Union africaine ne peut pas se servir d'un pareil dossier. Et il y a un monsieur là-bas qui fanfaronne, dit qu'il est président de commission parce qu'il est payé par l'Union européenne. Ça fait mal de voir qu'il n'y a aucune voix en Afrique, en dehors des nôtres, petits comme nous sommes, pour prendre ce dossier en main, dire que trop c'est trop. Il n'y a pas de voix, mon cher gosse. Ça fait mal, nous on est obligé de parler. Après on m'a dit que nous sommes nerveux, nous ne sommes pas diplomates. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous sommes trop diplomates ici, mon cher gosse. Gbagbo a vaincu le monde, mon cher gosse. Il les a vaincus tous. C'est pour ça qu'on tremble à Abidjan. C'est pour ça qu'on est entré dans un délire. Voilà pourquoi le président ivoirien, qui est blessé, on appelle ça l'amertume, il comprend encore ça. Il y a une amertume intérieure. Parce que Ouattara ne supporte pas que quelqu'un qui considère comme un vaurien, un trouble fait, parce que Ouattara l'avait appelé trouble fait. Il a dit que ta place n'est pas ici, c'est notre affaire. Ouattara toujours dit ça concernant Gbagbo. Tu es un trouble fait, c'est notre affaire entre nous ici. Ça ne vous concerne pas, la Côte d'Ivoire. Ça ne vous appartient pas. Donc, il est blessé amèrement dans son cœur de voir que le vaurien est héros universel. Là où lui il est dans la poubelle de l'histoire, étant vivant. Étant vivant. Lui qui a fait rêver les gens, est dans la poubelle étant vivant. Le héros universel, c'est celui qui lui méprise. Monsieur Ngo, vous ne réglez pas ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas de tradition juridique, politique et morale pouvant guérir un tel niveau de blessure. Vous comprenez? Ça n'existe pas, monsieur Ngos. Il n'y a pas. Voilà pourquoi Abidjan est en délire. Il y a un délire à Abidjan. Le business plan a échoué? Je dis que, ben ça veut dire il y a un délire à Abidjan. Comment faire? La preuve, monsieur Ngos. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de délire, pourquoi? Gbagbo est-il armé? Du tout. A-t-il une armée? Non. Dites-moi, bon, à toi ça. Comment un homme qui n'est pas armé, quand on dit même seul, fait trembler un président qui est surarmé, qui vient d'être élu magistralement par le ciel et la terre, et qui tient le pays parce que les Ivoiriens l'adorent. Mais pourquoi un homme isolé? Et super protégé. Ben clair, pourquoi un homme isolé seul, mon cher Ngos, qui n'a pas d'armes, qui n'a même plus d'argent. Il n'a jamais eu. L'argent, c'est pas... Gbagbo, c'est... Gbagbo n'a jamais parlé d'argent, c'est pas son problème. Il n'a rien. Vous savez ce qu'il a? Vous savez ce qu'il a? La justice divine. La justice, la vraie. Voilà l'arme de Gbagbo. Et il est en face des gens qui ont les armes de cette terre. Mon cher Ngos. Et il tremble. Mon cher Ngos. Il tremble pour dire qu'il ne va pas arriver à Côte d'Ivoire. Mais il va arriver. Comment vous allez arrêter ça? Parce que ce ne sont pas les hommes qui portent ce combat. Les hommes l'ont porté, on les a massacrés. La France les a massacrés. Et l'affaire s'est déportée dans un tribunal international. Où maintenant les hommes n'avaient pas les armes physiques, mais c'était les armes, entre guillemets, de la loi. Il les a écrasés. Il les a vaincus. Alors, il a gagné l'élection en 2010. On a nié. Il a dit qu'on recompte. On a dit on te bombarde. Mais maintenant, il y a eu les vraies élections. Les vraies élections, il y a la CPI qui a gagné. Qui a gagné? C'est ça. Voilà, les vraies élections. Qui a gagné? La troisième élection qui a été gagnée là, c'est quoi? On l'empêche de rentrer. Alors qu'on a été magistralement élu. Quelqu'un qui est fort, qui est élu, qui est celui du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse son frère.
Parce qu'il sait que le peuple est avec lui. Il embrasse son frère. Mais quand on est faible, parce qu'on sait qui on est, on fait ça à un Africain. C'est pas la première fois que M. Ouattara fait ça. M. Ouattara a une haine métaphysique des patriotes africains. Alors, je paraphrase de Boalotin. La haine métaphysique. Quand on dit qu'une haine métaphysique, c'est que la tête va régler ça. C'est-à-dire qu'avant de venir sur le terrain, il y a eu rien entre vous. M. Ouattara a une haine métaphysique contre les patriotes africains. M. Ouattara fait interdit d'atterrissage en Côte d'Ivoire l'avion de Robert Mugabe qui était président de l'Union africaine. Les gens ont la mémoire courte, hein. Et les Africains n'ont rien dit. L'Africain, président de l'Union africaine, Mugabe, de son vivant, il a dit que ça n'atterrit pas. Pourquoi il a haïssait Mugabe? Parce que Mugabe était l'incarnation de ce qu'il n'aime pas, le patriotisme. Et oui, parlons justement du patriotisme, je vais me tourner vers vous, Omer Seda. On ne va pas également oublier que dans les protocoles de Toronto, il est souligné, d'ailleurs prévu plus haut, que les Occidentaux n'aiment pas, ne veulent pas entendre parler des patriotes, ne veulent pas entendre parler de nationalistes. Et apparemment, des nationalistes, comme le déclarait haut et fort Thomas Sankara de son vivant, vous tuez un Sankara, 1000 vont naître. Et sur le continent africain, apparemment, il y a des millions de nationalistes, des millions de patriotes, et tous les jours, il en est. Comment peut-il en être autrement? Quand le travail que vous abattez permet de conscientiser la jeunesse africaine. Quand le travail que le président Bandakani abat permet de voir véritablement le côté cynique de cette communauté internationale. Oui. Et avant d'arriver à votre question, vous me permettez juste un petit détour pour dire que le président Bandakani a posé une question. Laurent Gbagbo a vaincu. Quelle armée avait-il? Face à cette communauté internationale qui dispose des bombes atomiques, Oui. de la haute technologie, je dirais même peut-être des machines à tuer. Donc on est là face à un combat David contre Goliath finalement. Exactement. Vous avez tout compris. Je ne voudrais pas contredire là, monsieur Bandakani. Vous avez le droit. Mais je dis simplement que je renchéris parce que je lis dans sa pensée. La pensée de ce grand panafricaniste, en disant simplement que Laurent Gbagbo a vaincu parce qu'il avait une armée, l'armée de la vérité, l'armée de la justice. Et je voudrais encore continuer pour dire que, peut-être comme enseignant, ce serait un crime de le dire. Moi, je ne définis pas la CPI comme la Cour pénale internationale. C'est la Cour pénale de l'injustice. C'est le mot. Une injustice, pourquoi? Parce que, véritablement, vous savez, le monde entier est dans un combat d'un ordre. Je laisse le côté géopolitique, je laisse le côté politique, économique, mais je dirais simplement il y a une guerre spirituelle. Nous avons là les prédateurs. Nous avons des gens qui ont bâti leur fortune sur le pillage de l'Afrique. Et à tout moment, leur suivi ne dépend que de la fainéantise, de l'idiotie, de la bêtise noire. Mais comme le peuple noir n'est pas un peuple bête, ignorant, comme ils ont laissé croire, il y a toujours cette lumière. Vous avez parlé de Thomas Sankara. Il y a ces Africains. Vous n'êtes pas en reste. Modestement, nous ne sommes pas en reste. Nous sommes là dans une dimension spirituelle pour faire comprendre à cette communauté internationale que Noir n'est pas bête. Autoproclamé. Noir, c'est dignité. Noir, c'est intelligence. Et Noir, c'est l'humanisme. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo demande? Le frère Fanga a fait mention tout à l'heure des accords liés à l'exploitation du pétrole de la Côte d'Ivoire, où la France s'en sortait avec sensiblement 88% et la Côte d'Ivoire avec 12%. Par humanisme, on pourrait être dans une projection qui voudrait que, oui, c'est nous qui avons le pétrole. On ne vous dit même pas de nous remettre tout notre pétrole. On vous demande simplement d'équilibrer. Ça pose un problème de géoéconomie. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible, M. Ngauche, que nous soyons dans un monde dans lequel les producteurs doivent être les misérables et les consommateurs sont plutôt des paresseux. Ceux qui sont à Paris
ceux qui sont à Londres, ceux qui n'ont jamais vu un seul plan de cacao, mais qui mangent le chocolat tous les matins et tous les soirs. Bien entendu, c'est l'ordre mondial, c'est ce qu'ils ont établi. Et tous ceux qui lèvent la tête, comme vous l'avez dit, les patriotes, tous ceux qui osent remettre en cause cette situation sont donnés pour abattre. Ça a été le cas avec Thomas Sankara. Ce fut le cas avec Patrice Lumumba. Et j'apprécie encore un geste fort, un message fort, tout récemment, lancé par le président rwandais, Paul Kagame, pour dire au jour d'aujourd'hui, et là je regarde tout droit dans les yeux cette communauté internationale, parce que les amis français j'en ai, les amis espagnols, nous ne sommes pas dans une dimension de haine, comme ils laissent croire, mais nous voulons simplement dire que quand nous avons un président en Afrique, le président Laurent Koudou Gbagbo, oui, et qu'à Paris, à Londres, ils ont un président, le président Emmanuel Macron, il faudrait qu'ils comprennent que président, ça s'écrit avec le même nombre de lettres. Si ils estiment que leurs présidents doivent être respectés, les nôtres doivent être respectés. S'ils estiment que nos présidents doivent être accueillis par des sous-préfets, il faudrait qu'ils comprennent à partir d'aujourd'hui qu'ils seront accueillis par les sous-préfets. Oui. Mais tant qu'ils comprendront cette dimension égalitaire du combat que nous menons, alors le monde sentira mieux. Et nos patriotes ne sont pas des guerriers. Nos patriotes ne sont pas des haineux. Nos patriotes sont simplement des partisans d'une justice. Ce que le président Bandakani, ce que le frère Fanga, ce que 3A ont appelé autant pour moi, tantôt la justice divine. Oui. Et je dis simplement, pour sortir, pour chuter, que les patriotes africains sont des porte-étendards d'un nouveau combat, le combat de la justice, le combat pour un monde meilleur et un monde que les Occidentaux ont contribué énormément à détruire avec leur intérêt sordide. André Christelle Fanga, lors d'une interview à une télévision étrangère, Laurent Koudou Gbagbo, on lui a posé une question de ce qu'il pense d'Alassane Dramane Ouattara. Il a dit « c'est un menteur ». Je ne dis pas ça pour une insulte, je dis ça parce que c'est ce qu'il est. Puisque tout le monde le sait, va-t-on dire aujourd'hui qu'il va tenir cette promesse de voir Laurent Koudou Gbagbo rentrer justement sur le sol ivoirien, la terre de ses ancêtres? Ben, Gbagbo va rentrer, ce qui est sûr. Ça, c'est automatique. Tiendra-t-il ses promesses? Même s'il ne tient pas promesse, ça ne dépend pas de lui. Le président Bandakani a mis justement la barre où il fallait la mettre. Parce que l'adversaire politique du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas M. Ouattara. Ado n'est qu'un sous-préfet, n'est qu'un petit instrument de bas étage. C'est une ordure, comme on le dit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, comment on l'appelle encore là, Koné Malachi, qui avait dit que les ordures seront balayées en Côte d'Ivoire. Et c'est une ordure, parce que tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire n'est qu'un tas d'immondices. N'oubliez pas également le CNC. Mais écoutez, ce tas d'immondices sera balayé, qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas. Donc aujourd'hui, quand le président Laurent Koudou Gbagbo traite de Ouattara de menteur, mais quelqu'un qui se ment à lui-même, Ouattara se ment à lui-même. Il dit parce que j'aime tellement la Côte d'Ivoire, je vais être candidat. On se retrouve finalement dans le roman de Victor Hugo Lavare, où Lavare est obligé de s'arrêter, la propre main pour dire que non, il ne faut pas prendre Lazare. Donc, voilà la situation de cet homme. Il dit vraiment, ayez pitié de moi. Je rentre tous les jours avec 10 valises de dossiers chez moi à la maison pour travailler. En dehors d'avoir travaillé toute la journée, je rentre encore avec les valises de dossiers pour travailler à la maison. Ayez pitié de moi que j'aille m'occuper de mes fils et de mes petits-fils et de ma fondation. Là, je ne suis plus candidat, pardon, ivoirien, aidez-moi. Parce que là où je suis là, j'ai déjà trop travaillé. 6 mois après, il nous dit que par force majeure, j'aime tellement la Côte d'Ivoire. J'aime tellement les Ivoiriens que je suis prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vais encore me présenter. Vous comprenez quelque chose à ça? À quelqu'un qui a supplié les Ivoiriens il y a de cela quelques mois, que pardon, aidez-moi. Je veux aller me reposer parce que je ne veux pas mourir. Ouais. Mais maintenant, il dit après que non, je veux mourir. Donc, vous comprenez que M. Ouattara ment à lui-même. Et ça rejoint toujours mon texte. Jean 8,44. Il est menteur. Et il a que pour père celui qui ment. Et celui qui ment, c'est qui?
Et c'est là où se trouve le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que il est dans la vérité et il faut que le mensonge disparaisse. Quand aujourd'hui on lui déroule le tapis rouge, quand on lui déroule pas le tapis rouge, les Ivoiriens vont le faire. Ils vont, ce n'est pas à peu près, à main nue. Si à main nue, ils ont pu tenir, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez vu la foule de jeunes qui étaient partis sur le général Blé Goudé, le ministre Blé Goudé. Général, on veut les armes, il dit que non, nous on ne combat pas avec les armes. Nous on combat avec la parole. On ne combat pas avec les armes, on combat avec la parole. Et c'est ce qui s'est fait. Vous pouvez tout faire. La preuve en est, 2 Ivoiriens, artistes ivoiriens ont chanté, il y a cela dernièrement. Pas encore quelques mois. Ouais. C'est Siro. Il faut que je Adou Richard était devenu fou. Ouattara était devenu fou. Il dit, Laurent Gbagbo, il va rentrer au... Abidjan est devenu fou. On les a arrêtés, on les a fait... Les Ivoiriens sont allés au tribunal de Adou Richard. Finis de faire ton cinéma. Si tu les condamnes, tu vas nous condamner tous. Ils ont vu la première. Donc c'était juste l'avant-goût de ce qui va se passer quand Laurent Gbagbo va rentrer. Et je voudrais dire, tous ceux qui vont s'attaquer au président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire vont périr. Ça c'est authentique ce que je vous dis là. Vous savez, Ahmed Bakayoko a essayé. Hein? Tous. Ils ont essayé. Tous. Vous savez qu'Ahmed Bakayoko avait giflé Laurent Gbagbo à l'hôtel du Golfe. Tout à fait. Quand Gbagbo disait que vous allez voir, ils sont tous en train de voir la machine. Mais la pierre de Dieu écrase doucement. Hein? Avant sa mort, il faisait que l'appeler. Ouais. Il fallait voir avec quel ton il parlait au président, qu'il avait giflé à l'hôtel du Golfe. Alors. Donc, vous comprenez que la pierre de Dieu écrase doucement. Et c'est en train d'écraser aujourd'hui. Parce que M. Ouattara est déjà fou. Il faut le dire, il est fou. Oui, il faut regarder aussi. Hein, fou, bon. J'ai dit Ouattara est fou. Ça, c'est ce que vous dites. Hein. Mais je l'assume, il est fou. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez pris les dispositions pour que le président Laurent Gbagbo rentre. Et vous commencez à mettre encore des bémols. Vous commencez à trouver des instruments pour essayer de dire que non, voilà. Mais attendez. Vous mentez qui? Vous mentez vous-même. C'est vous qui avez dit, le président, il a dit qu'il est élu à 99 ou si c'est 80. Donc le score soviétique où dans les genres d'élections là, on ne voit plus ça. Même les anges ont voté. Et candidat seul. Il était seul, hein. Parce que les autres, ils ont tout fait, ils ont mis les bulletins des votes. Il y avait un adversaire qui s'appelait Kakabe. À qui il a donné 500 millions. Je ne sais pas. Parce que Kakabe coulait sur les dettes. Merci à Kakabe était endetté sur endetté. Donc il a fallu que les 500 millions qu'on lui a donnés, il a remboursé quelques dettes et se refait une santé financière. C'est tout. Contre la vie de son parti. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, je pense que les conditions, il y a une chose que Ado ou bien le gouvernement ivoirien actuel confond. Monsieur Gbagbo n'est pas Bédier. On a donné les subsidies, on a donné quelques conforts à Bédier. Il a trahi. Vous comprenez un peu? On lui a donné maison de fonction, on a donné machin, beaucoup de milliards. On lui a permis de continuer à fumer son cigare, boire son champagne et tout le reste. Bon, il peut monter avec un avion et tout, qui peut se déplacer et tout. Que ferme ta bouche. Gbagbo n'est pas à ce niveau. Il avait dit, il avait présenté ses comptes. Il dit, allez vérifier. Moi, je n'ai pas d'argent à l'étranger. Je n'ai pas d'argent quelque part. Mon salaire me suffit. Barack Obama, président des États-Unis, lui a tout offert. La lignette. Il a dit, Obama lui a dit que viens ici, quitte le pouvoir, je vais tout te donner. Le gars dit, mais je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas l'argent. C'est les ados qui sont fous, qui veulent l'argent à tout prix avec madame. Ils veulent tout rafler, ils veulent tout partir. Ils vont aller où ils vont construire quoi avec, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, même Nicolas Sarkozy, tout l'argent qu'ils ont volé, ils ont pris. Ils ont pillé là. Il a fait quoi avec? Le voilà dans les tribunaux maintenant, errant comme un pauvre rat d'égout qui tourne partout là, poursuivi partout. Donc aujourd'hui, la prière de Dieu écrase doucement. Et M. Ouattara ne peut pas empêcher Laurent Gbagbo d'arriver. S'il essaye, lui-même verra.
Et puis, il faut également préciser que vous avez paraphrasé le prophète Koné Malachien qui avait déclaré haut et fort que les ordures seront balayées du côté de la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je parlais de l'avare. L'avare, c'est justement le livre de Molière. Ça, il faut le dire également. Il faut le rectifier. Et on parle de Harpagon. Harpagon qui met la main à la poche. Le CNC vous suit. Hein? Oui, oui, bah, il faut que le CNC vous suive. Et vous guette. Et vous nous guette également. Il faut également parler. Le CNC, Conseil national de la communication au Cameroun. Il faut également parler de Harpagon qui mettait la main dans sa propre poche et arrêtait également cette propre main pour dire mais dis donc, tu vas où? La main gauche. Parce qu'il était tellement avare jusqu'aux orteils. Il vole pas, c'est pas que voler, prendre pour donner. C'était très grave quand même. Oui. La main gauche arrête la main droite pour dire non, ne donne pas. Ne donne pas. Albert Anatola ici pour sortir. Oui. C'est Molière, hein, c'est justement une pièce théâtrale. C'est justement l'avare. Albert Anatola ici pour sortir de cette édition de DBS Matin. On va pas également oublier, tout le monde rêve, tous les Africains rêvent de voir Laurent Gbagbo rentrer sur la terre de ses ancêtres. C'est quand même quelque chose que tous les Africains veulent voir. Surtout les Africains épris de justice. Ce n'est pas un rêve. C'est une exigence. Oui. Il faut corriger cela. C'est pas un rêve. Tout à l'heure, je vous ai dit que Laurent Gbagbo n'a pas deux nationalités. Pas du tout. Il a une seule nationalité, la nationalité ivoirienne. Souvenez-vous de son interview qu'il a accordée dans une chaîne hexagonale. Il a dit, parlant de M. Alassane Dramane Ouattara, qu'il n'est pas fair play. C'est-à-dire, lui, il n'est plus plaidant, c'est monsieur. C'est lui qui mène le président avec tout ce que cela comporte comme instrument de pouvoir. Oui. Mais il est surpris que ces derniers ne soient pas fair play. Ce qui, par extension, m'amène à comprendre que M. Alassane Dramane Ouattara occupe une fonction politique, mais il n'est pas un homme politique. C'est un fait. Je parle sur le contrôle d'un politicien sur le plateau. Alassane Dramane Ouattara occupe une fonction politique de très haut niveau, mais ce n'est pas un homme politique parce qu'il n'a pas les attitudes d'un homme politique. Ça veut dire qu'il a été placé là par l'ordre mondial parce qu'il en fait mondialiste, le globaliste. Il a été porté par les mondialistes justement pour servir leurs intérêts. Je vais convoquer quelques éléments historiques pour illustrer mon propos. Qu'est-ce qui amène Sarkozy à faire la guerre à Laurent Gbagbo? Est-il ivoirien? Est-ce que Sarkozy est ivoirien? Très belle question. Simple. Il n'est pas ivoirien. Est-ce qu'il avait les intérêts en Côte d'Ivoire? Certainement. D'abord, à titre personnel, même pas au nom de l'État français. À titre personnel. Il fallait qu'il place son filleul ou son protégé aux affaires. Et en plus, M. Laurent Gbagbo a commencé à revoir ses contrats léonins qu'il liait la Côte d'Ivoire avec l'Hexagone. C'est de là où tout part. Et M. Ouattara est venu leur servir tous ces contrats léonins sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il a sacrifié la Côte d'Ivoire et les intérêts des Ivoiriens pour satisfaire ceux qui l'ont porté dans l'imposture. Sarkozy, qui est devenu un homme d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est un fait également. Tout à l'heure, je disais que les plus gros contrats sont attribués à qui? À sa belle famille. C'est également un fait. Il contrôle tout. La communication, le transport, énergie, alimentation, tout ce que vous voulez. C'est eux qui contrôlent tout. Ça dit que en Côte d'Ivoire, les petits entrepreneurs ne se contentent d'être peut-être boulangers. Même au niveau de la boulangerie, vous trouvez également le codère. C'est faut le dire. C'est-à-dire que c'était pas ça la vision de M. Laurent Gbagbo. Il était question de donner sa souveraineté, son indépendance à la Côte d'Ivoire et la dignité aux Ivoiriens. Paris a estimé que ce n'est pas possible. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un territoire outre-mer français. C'est un fait.
Et M. Alassane Dramane Ouattara l'a confirmé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une exigence pour les patriotes et nationalistes africains que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a beaucoup de pays africains qui lui ont tendu la main. Il a dit non, je vais rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Il aurait pu accepter de venir au Cameroun, au Ghana, peut-être, pourquoi pas, peut-être au Togo. Mais il a dit non, je veux rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. C'est là où se trouve la terre de mes ancêtres. Mais quoi de plus noble? Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une question qu'il ne peut pas se poser. C'est une exigence fondamentale. Et ça passera même s'il faut faire la guerre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez convoqué le CNCC, c'est-à-dire ça nous renvoie aux musulmans médiatiques. Effectivement, ça ne se prépare également le musulman médiatique du côté de la Côte d'Ivoire. C'est le plus bel event. Il y a plusieurs journalistes en prison, ne vous inquiétez surtout pas. Et surtout les journalistes de la vague dans la foulée, justement, de l'arrivée du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a donc un musulman médiatique qui se prépare, qui est mis en place. Pas de télé privée, hein. N'oubliez pas ça du côté de la Côte d'Ivoire. La télé du contribuable ivoirien va être mise en contribution pour ne pas filmer cet événement-là majeur. C'est le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les journalistes et les médias privés seront muselés, ça il faut le dire. Ils seront muselés parce qu'on ne veut pas que, de même que, j'allais dire, l'humiliation et la déportation de Laurent Gbagbo a été hyper médiatisée, ils ne souhaitent pas, les mêmes auteurs, les mêmes criminels ne veulent pas que son retour soit également hyper médiatisé. Finalement, qui a peur. Donc je pense que nous avons affaire à une bande de malades du côté de Côte d'Ivoire et avec ses soutiens internationaux. Merci Albert Anatola ici. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs et nous allons nous séparer. Bonjour Steve et ton panel, et à ton panel vraiment. Vous m'avez fait vibrer au rythme du Zouglou ce matin avec mes enfants. Merci Saï, merci beaucoup pour votre chaîne, ce que vous faites pour l'éveil et l'avancement du panafricanisme. Franchement, merci à vous et vos panélistes. Qu'ils ne se découragent pas, la masse critique est presque atteinte. C'est Kader depuis Lomé au Togo, s'il vous plaît. À la fin de l'émission, rejouez-nous la musique Zouglou. C'est votre exigence finalement. Vous n'avez pas payé les CD, hein? Bonjour Steve, bonjour le panel. Toute la folie d'ado est une crainte normale car il a peur que le souffle qui vient du Mali emporte sa chaise et qui a été donné par le cocorico jupitérien. Longue vie à vous et longue vie à l'émission. Brian de Ngodi qui nous a également écrit ce matin. Merci à vous Brian. Bonjour Steve, je prie pour que l'Union africaine suspende tous les pays africains. Là, on aura la force de créer notre Union panafricaine, c'est-à-dire remplacer l'UA en UP, Union africaine en Union panafricaine. Je soutiens le Mali à 200%. Pour la Côte d'Ivoire, vous deux chansons d'ouverture disent tout. Que chaque Ivoirien réécoute ces chansons dans le silence et agisse en âme et conscience. Une fois, prions que certaines institutions suspendent les États africains. Là, le panafricanisme créera des institutions solides le plus tôt possible. Bonne journée à tous vos panélistes. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Faustin qui nous écrit depuis Calavi au Bénin. Peut-être sont-ce pour des raisons de mesures barrières qu'on voudrait limiter le nombre de participants à l'accueil du Grand Gbagbo. Et après, certains vont comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire en matière de démocratie pendant qu'un président autoproclamé se livre à toutes ses activités, même illégales. Adawana qui nous écrit depuis Yaoundé. Merci à vous également. Bonjour Dibier, je ne reçois plus de signal du direct sur les réseaux sociaux. Faites encore un maximum. Nous sommes en direct tout à l'heure. Ça a brouillé parce que la première partie a été charcutée. On a repris et j'espère que vous la regardez également. Bonjour DBS, moi j'ai sérieusement peur de la sécurité de mon papa Gbagbo car ce fantôme Ouattara n'est pas clair et c'est possible et facile pour que Ouattara le tue. Et un poison, souvenez-vous comment ces 3 ministres sont tués. C'est Kocha qui nous écrit depuis le Togo ce matin.
Bonjour, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est la preuve que l'Occident impose la démocratie dans le monde pour ses bases sombres et funestes besognes. On impose un homme de peur qu'un pays explose comme pour dire que si Ouattara n'est plus, la Côte d'Ivoire va disparaître. La France, ayant perdu son autorité à l'international, a échoué à maintenir Gbagbo en prison. Elle impose à Ouattara de gérer sa patate chaude. Le pire est à prévoir. La communauté internationale ne dit rien. Tuez-vous et nous viendrons comme sauveurs installer un colon à la peau noire. Oui. Tidjane Thiam. Et Oni Cyril qui nous écrit depuis dans le Cameroun qui a très bien compris. Ça commence à venir. Ce qui est prévu, c'est l'assassinat de Ouattara. L'accusation de Gbagbo analyse simplement pour garder le contrôle sur la Côte d'Ivoire. Non, vous avez fait... Là, c'est Priscilla, c'est une dame. Je pense que ça va venir petit à petit. Bonjour Dibier, c'est tout. Les panélistes Facebook m'a bloqué depuis une semaine sous prétexte que mes commentaires ne suivent pas leurs critères. Je vous suis depuis un certain temps. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie. Que tous ceux qui aiment notre continent viennent s'instruire ici. Courage à vous tous. Que le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, continue de vous protéger et de vous donner la sagesse pratique pour nous informer. C'est Maman Frida depuis Yaoundé. Voilà, ça commence à venir. Maman Frida, bonjour et surtout bienvenue parmi le club de toutes les mamans. Et sans oublier Maman Sani, Maman Thérèse et tous les autres. Maman Sani, elle est du côté de Niamey, au Niger. Bonjour Steve, ton émission est coupée. Tout est parti. Oui, c'était la première partie. Regarde ce que la page affiche. Merci. C'est revenu. Bon, voilà, vous voyez, ça revient. La première partie a été charcutée, je l'ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez également aller sur YouTube, regarder. Et je vous donne d'ailleurs l'information. Il y a plus de 5 chaînes de télévision qui reprennent la même émission en intégralité. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Forcément, l'émission nous revient toujours comme elle m'est revenue encore il y a quelques jours. Mardi dernier, on nous avait charcuté, mais l'émission m'est revenue. C'est pour vous dire une chose simple, c'est qu'il y a des relais et certaines télévisions qui reprennent votre émission préférée. Et elle est suivie de par le monde. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a appelé du côté des États-Unis, une dame, elle est camerounaise. Et actuellement, elle a créé un fan club là-bas. Et ça chauffe de ce côté-là à partir de 2 heures du matin. Bonjour à tous, ce matin, une fois de plus, merci pour les sujets mis à l'ordre du jour. Ce matin, le retour de Gbagbo fait peur à Ado parce que lui-même reconnaît que Gbagbo a été toujours le véritable président de la Côte d'Ivoire. Que lui, Ado, est un imposteur depuis toujours, d'où la paranoïa développée par ce dernier en voyant ce dernier retourner au pays. Ne soyez pas donc surpris de voir toutes les mesures que Ado prend à l'encontre du président Gbagbo, visant selon lui à ne pas venir nuire à son pouvoir, qu'il appuie de façon frauduleuse. Dès son retour, l'imposture, la traîtrise dont fait preuve Ado est légendaire et mérite de le jeter dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique. Vive l'Afrique indépendante et libre, vive le panafricanisme. Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bonjour chers frères Ngos, vraiment les panafricains qui nous disent pas mal de bonnes choses. Nous aimons cela, continuez à nous... c'est Kouma Ezali, voilà, Kouma Ezali depuis Londres. On vous a suivi, merci également à vous. Bonjour le plateau, c'est un avant-goût du commencement du film. Depuis nos ancêtres, nous avons une victoire en or. C'est la tête en Afrique et dans le monde. Nos héros n'ont pas connu cela et d'autres tués. Simplement, il lui faut des monuments historiques à travers l'Afrique et à nos historiens de revoir nos histoires pour un nouveau départ. Grand merci à tous les panafricains pour le travail fait. Pour terminer, l'Union africaine dit quoi sur le retour de notre héros, le professeur Gbagbo? Silence radio. Mais si c'est le Mali, il y a Radio Marius. Bon, ok. Vous êtes quand même durs ce matin, les gars. Mon cher Ngos Bandakani a dit juste ce qui se passe en Côte d'Ivoire sans exagération, qui est mise en place là-bas. Allez tout simplement visiter la région du Moyen Cavali, habitée par les Ways, communément appelée Guéré. Ça fait pleurer. Il n'y a que le Cameroun et les Camerounais qui sont à nos côtés depuis le début. C'est Bouérouin depuis le Ghana qui nous a écrit ce matin. Média information, ce n'est pas ça. Nous prenons d'autres messages. Il y en a tellement. Bonjour Monsieur Ngos, je regrette, mais j'insiste et persiste qu'on ne saurait parler d'une chose et son contraire. Les frontières que nous avons sont artificielles et visent justement à nous diviser davantage, d'où les concepts du genre ivoirien de souche, ivoirité. En voilà où cela nous a conduit. Prenons garde à mes frères. On insiste également à vous dire une chose simple. Lorsque le moment viendra, eh bien, lorsque nous aurons le pouvoir, nous, sur le continent africain, nous allons balayer justement ces frontières. Mais pour l'heure, comme elles sont ainsi, nous devons les respecter. C'est la meilleure des choses à faire. Ça ne donne pas le droit d'aller prendre le bien d'autrui et de vous approprier ça. Justement. Ça ne donne pas le droit
de se faire là-bas, pion de la France, pour piller le continent, sous prétexte que les frontières sont les frontières. Justement. C'est pas une position panafricaniste, mon cher ami, il faut retirer ça. Bonjour les panélistes, quand tu fais du bien, c'est ce qu'on donne. On te donne en retour. Merci à vous également qui nous avez écrit. Bonjour les panélistes. Rappelez à Gbagbo que la guerre n'est pas encore finie. À son retour en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à faire extrêmement attention. Ce n'est pas n'importe où qu'il doit se soigner en cas de maladie. Ce n'est pas n'importe où qu'il doit manger. Ce n'est pas n'importe où qu'il doit boire. Car je connais bien les stratégies de Ouattara. Ok. C'est Zachary Yao depuis Sokodé au Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. Je pense que ton thème met aussi en question la cohérence ou l'incohérence idéologique des partis d'opposition en Afrique. Une fois, on les a vus derrière le président Gbagbo. Tout d'un coup, il doit rendre compte pour certains faits avant de rentrer. Au-delà de tout ça, je vois cela d'une part grande importance. Steve, pour moi, le message est clair. La sécurité de Monsieur Gbagbo est ici à prendre très au sérieux. Ils sont prêts à tout, Steve, et j'espère que nos frères ivoiriens sont bien conscients du fait que si jamais Gbagbo tombe, c'est le véritable espoir de la renaissance de l'Afrique qui s'en ira. Préservons nos patriarches et nos héros. La fête est finie pour Ado et ses amis. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour Dibier, je tiens à vous dire merci pour le travail que vous faites. Les satanistes ont échoué une fois encore. Là, un nouveau soleil se lève pour l'Afrique. Restez bénis, pasteur David, depuis le Togo. Vous avez un confrère. Merci. Bonjour la famille DBS, comme d'habitude, un salut spécial à toi Steve ainsi que nos panélistes préférés. Je vais aller droit au but concernant le thème du jour. Je crois sincèrement qu'il y a encore beaucoup trop d'Africains naïfs, inconscients des enjeux et très émotifs. Et à mon avis, c'est ce qui nous perd à chaque fois car nous avons tendance à vouloir répondre à nos besoins primaires et ne pas comprendre qu'il s'agit du sacrifice avant la libération totale. Vous vous rendez compte que vous devez encore rappeler aux Africains tout ce que cet État criminel dirigé par Ouattara et sa femme ont fait subir à Gbagbo. Je trouve ça triste. Pour finir, je dirais simplement que nous, le peuple conscient et amoureux de notre continent, souhaitons voir M. Gbagbo sur ce fauteuil présidentiel ou à défaut sa femme. Et pour cela, nous savons qu'il va falloir encore un peu patienter et ne pas lâcher le combat. J'espère qu'il sera encore sage et prendra et fera les bons choix pour nous voir tous heureux à la fin. Merci à tous et vive mon président Bandakani. Cette personne nous écrit depuis la France. C'est signé Naïla. Oui, Naïla qui justement nous écrit depuis Toulouse, précisément. Et c'est une bonne maman, jeune maman d'ailleurs. On va lui souhaiter tout le bonheur du monde. Bonjour le panel. Comme la France est en train de quitter l'Afrique, ses pions le feront aussi, notamment Ouattara. Le retour du président Gbagbo ne pourra pas être contrôlé. Ce jour-là, nous verrons un accueil magistral des populations ivoiriennes et la honte sera pour Ouattara. Bonne journée à vous, s'il vous plaît. Veuillez me mettre dans le groupe WhatsApp. C'est André Moulin qui nous écrit depuis PK12 à Bassa ce matin. Bonjour Steve. Un jour s'est levé pour nous. S'est levé. Nous nous mettons à nos différentes tâches. Du courage, la vôtre n'est pas de tout repos. Bonjour à vos confrères. Le retour de Gbagbo annoncé à grand renfort à Tambour. Monsieur Anatole vient de percer l'abcès. Il y a forcément un plan secret contre Gbagbo avec un appui de Paris à exécuter par le chien couchant ivoirien. Suivez mon regard. Merci à vous également qui n'avez pas laissé le nom ce matin. Bonjour Steve, bonjour le président Abeka, bonjour 3A, bonjour le panel. J'ai peur que nous perdions aussitôt ce digne fils africain. J'ai nommé le président Laurent Koudou Gbagbo. Faisons attention, soyons prudents du piège de l'embuscade tendu par Ouattara et la France. Le plan est que notre frère et père doit disparaître à tout jamais pour leur sérénité. Steve, nous ne pouvons pas compter sur les organisations sous-régionales car elles sont sous le joug de la France. Nous les peuples, nous devons prendre notre propre responsabilité. Le président doit retourner chez lui. Mais comment éviter une atteinte à sa vie? Je remercie le président Abeka pour son intervention, mais il doit citer les noms des traîtres et criminels qui participent au plan d'assassinat du président Gbagbo. Le peuple doit les connaître. Merci Steve, le combat doit continuer. C'est Bama Guaté qui nous écrit depuis Lokbaba, ici même à Douala. Un dernier message avant de se séparer. Monsieur, bonjour monsieur. Steve, la Côte d'Ivoire appartient au diable français Adamou depuis Maroua. Ouattara, vieux menteur, est prêt pour tuer même tous les Africains pour la France. Merci à vous, même si vous êtes quand même dur. Bonjour monsieur Ngos, Alassane Ouattara est une marionnette. Vous êtes très dur tout ce matin, française. Les conditionnalités imposées pour le retour de Gbagbo sont l'œuvre de la France. Pauvre Ouattara n'a pas de choix. Merci à vous également de nous avoir écrit. C'est JB qui nous écrit depuis Bertois, eh bien la capitale de la région de l'Est, d'où vient d'ailleurs André Kisselfanga. À vrai dire, monsieur Bandakani est éloquent. Merci à vous également. C'est Adama Condé qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Ce n'est pas l'autre Condé, c'est Adama Condé.
Il faut bien faire la part des choses. Il peut nous écrire aussi. Bien sûr, c'est un panafricaniste assumé. Monsieur Gbagbo a vaincu le monde comme Jésus, le Christ noir, à Iovogan depuis Avepozo au Togo. Le Christ noir. Oui, le Christ noir. Bonjour le panel, les grands. Gbagbo sort de la Côte d'Ivoire entrant que homme politique, il doit y entrer en tant que tel. D'ailleurs, qu'il vienne rester au Cameroun digne de Ban Kim. Je suis surpris que l'émission n'ait pas été perturbée. Gloire à l'éternel des armées, digne de Ban Kim ce matin. L'émission a commencé à être perturbée, mais tout est rentré dans l'ordre. On va prendre le dernier message. Bonjour Steve, bonjour au panel, bonjour président. C'est un privilège de vous suivre chaque matin. Bonne journée à vous. C'est Ngokwe qui nous a écrit. Elle s'appelle Ngokwe Marie-Brigitte. Elle aime bien son nom. Elle nous écrit depuis Yaoundé. Merci à vous également de nous avoir écrit. Tu n'as pas lu ton ami? Épouse Gusson, il y a tellement de messages ce matin, ils sont très nombreux. David Pout nous a également écrit ce matin, il y a beaucoup d'anonymes qui nous ont écrit. Je vais prendre des messages de la Côte d'Ivoire, Je vais prendre des messages de la Côte d'Ivoire pour terminer, parce que là je vois un 225. Bonjour monsieur Steve Ngo, c'est digne fils d'Afrique sur le plateau de DBS. La France se prépare les consciences françaises et internationales de sa politique mondiale avec la publication en France du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Les années à venir seront hitlériennes. Cette pensée rejetée hier est réhabilitée aujourd'hui en France. J'interpelle les hommes politiques africains, les analystes et les géopoliticiens. Pour mon pays, je souhaite un retour apaisé de Gbagbo. Souvenez-vous, en 2002, Gbagbo est rentré d'Italie malgré la rébellion. Cet homme n'a peur de rien. S'il veut rentrer, il rentrera, quelles que soient les conditions non réunies. Voici une occasion en or de l'arrêter. Les autorités ivoiriennes ne sont plus sereines. Elles doivent se ressaisir. Elles jouent gros leur légitimité. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce matin. Merci monsieur d'avoir été là. Ils sont nombreux d'ailleurs les téléspectateurs qui nous ont écrit. Assou Laurent qui nous a également écrit ce matin. Carl Eboa depuis le Burkina Faso. Jimmy Stéphanie qui nous a également écrit. Abaïcho nous a également écrit. Mais il y a tellement, il faut le dire aussi, d'anonymes qui nous ont écrit ce matin. André Kisselvanga, merci d'avoir été là ce matin. Ben, je vous dire merci et je voulais passer un message aux autorités de Côte d'Ivoire, ou surtout les autorités spirituelles, les pasteurs. Je crois qu'ils doivent lire Ésaïe 54, le verset 7. Autrefois, je t'avais rejeté, maintenant je t'accueillerai. C'est-à-dire, une fois de plus, la Côte d'Ivoire est interpellée à retourner vers son Créateur, son Seigneur. Et deuxième chose, de lire aussi Luc chapitre 15, le retour du Fils prodige. Merci. On va également vous dire merci à Omer Seda d'avoir été là ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant et surtout analyste politique, doctorant actuellement. Il y a quoi, tous les frères du côté de Korogo, de Cocody, de Yamoussoukro d'Abidjan. Je dirais simplement que je ne mourrai pas, je vivrai. Le président Koudou Gbagbo sera de retour. C'est un homme de paix et la Côte d'Ivoire va se construire dans la paix. Et les fouteurs de merde de la communauté internationale, nous foutrons le camp et l'Afrique va connaître la paix. Président Badakani, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Trois faits. Vous connaissez où se trouvent les 600 militaires qui gardaient Blaise Compaoré? Non. Vous ne savez pas? Ils sont en Côte d'Ivoire. On les a reversés dans la mer. Les Ivoiriens qui payent. Vous comprenez? Oui. Vous savez qu'est devenue la forêt classée de Banco à Abidjan, qui part de la Maca à Dautré. Quand on dit une forêt classée, ça veut dire que c'est classé internationalement, c'est connu comme une forêt classée. Patrimoine de l'humanité. Très bien, c'est passé où? Terminons, le temps nous est imparti. Monsieur Ngos, la censure est l'arme de faible. Ceux qui nous censurent démontrent au monde entier qu'on les a vaincus au niveau du débat. Il n'y a pas match. Merci. Il n'y a pas match. Ils peuvent faire des matchs avec nous. Et je sais qu'ils le savent. Et c'est le monde entier. Dis-moi ce que Facebook a à voir dans un débat ici où c'est Ouattara qui est en cause. Vous voyez les liens, non? Ouais. Je terminerai en disant que le plan divin est en marche. Le plan divin est en marche. Rien ne va l'arrêter. Et rien ne va l'arrêter. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Je voudrais une fois de plus interpeller la conscience de la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne, parce que il ne faut pas que votre jeunesse soit votre avenir soit compromis par les mauvaises décisions des mauvais dirigeants actuels. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Il a été à l'autre. Oui. Bah. C'est cela. Baptême de feu réussi. Vous avez été à l'autre. Malgré son absence depuis 10 ans, les partisans de Laurent Gbagbo restent nombreux en Côte d'Ivoire.
La décision du président Ouattara de laisser rentrer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire n'était rien d'autre qu'un gros mensonge. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.